Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tour d'horizon. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui à participer à cet événement qui a été organisé par le groupe stratégique pour la formation en allaitement des professionnels de la santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le mouvement Allaitement du Québec. Aujourd'hui, nos conférencières sont Isabelle Michelet-Tourneau. Isabelle est nutritionniste conseil OMSSS. Elle est également présidente du comité d'agrément IAB et est responsable du groupe stratégique et co-responsable du comité formation du MAC. Nous aurons aussi Véronique Laberge-Godin, qui est nutritionniste diététiste professionnelle. Elle est agent de planification, de programmation et de recherche en allaitement à la Direction régionale de santé publique de Montréal et elle a été membre du comité scientifique sous la direction du MSSS pour la formation en allaitement. Enfin, Louise Dumas est professeure-chercheur honorée à la retraite. Elle est maître évaluatrice de l'initiative Amis des bébés et co-auteure de la trousse d'outils d'évaluation des compétences développée par l'OMS et l'UNICEF dans le cadre de l'IAB. Sur ce, je vais passer la parole à Isabelle Michelet-Tourneau. Donc, je partage mon écran tout de suite. Toujours la projection. Donc, bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille aujourd'hui pour parler des compétences en allaitement des professionnels de la santé en vue de revitaliser un peu l'initiative des Amis des bébés au Québec. Donc, pour la première partie, pour le tour d'horizon de 10h à midi, excusez-moi, nous désirons atteindre les trois objectifs suivants. Donc, parler d'abord du contexte en allaitement au Québec. Je vais y aller de façon globale et après un peu plus au Québec. Véronique va ensuite enchaîner avec plus d'informations sur la formation nationale en allaitement qui est récemment sortie au Québec. Ensuite, Louise va nous parler, nous présenter l'outil de vérification des compétences qui devrait nous être utile au Québec pour aller un peu plus loin. Et on aura l'opportunité d'échanger par la suite avec des questions. Donc, sans plus tarder, ici, je vais juste appuyer le bon endroit, excusez-moi. Je vais d'abord débuter avec la perspective globale, à savoir ce qui se passe à l'échelle internationale. Donc, depuis quelques années, depuis 2015, il y a plusieurs événements qui se sont passés avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Ils ont produit une série de documents clés dans les dernières années pour vraiment revitaliser l'initiative des Amis des bébés. Je rappelle qu'au Canada, l'IHAB est devenue l'initiative Amis des bébés et au Québec, aussi c'est l'initiative des Amis des bébés pour aller au-delà des hôpitaux puis aussi inclure les CLSC et les maisons de naissance. Donc, l'IHAB demeure vraiment l'initiative par excellence pour le système de santé, puisque c'est vraiment de mettre en place les 10 conditions pour le succès de la condition. Isabelle, il y a ton son qui coupe. Nous sommes désolés, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau d'Isabelle, les aléas des directs sur les webinaires, plateformes Zoom et autres, en espérant que sa connexion reviendra bientôt. Isabelle, ton micro est fermé. OK, j'ai perdu le partage d'écran. Est-ce que c'est possible? Ça a disparu? Oui, ça a disparu. Ça faisait peut-être 1 minute qu'on ne t'entendait plus. OK, d'accord. Donc, je reprends. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc, le document de l'OMS dont je voulais vous parler un peu plus brièvement est celui de 2018. C'est le document des orientations qui vraiment propose 9 responsabilités pour qu'un programme IHAB ou IAB devrait rencontrer. Donc, on est en train de l'utiliser comme réflexion. Et vous avez au niveau central, donc, il y a tout le leadership et la coordination qui est nécessaire. Et ensuite, plusieurs conditions, plusieurs responsabilités doivent être mises en place. Donc, il y a un processus de revitalisation qui s'est passé au niveau international. Et on est en train d'utiliser aussi au niveau du Québec. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Donc, même si ce n'est pas tous les établissements qui ont eu la certification IAB, par exemple, tout ce qu'il y a dans ce document-là, ils sont clés parce que c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre pour avoir un soutien, un encouragement et la protection de l'allaitement. Donc, avec l'équipe ministérielle, j'ai le plaisir d'entamer aussi un processus de réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut amener l'IAB à un autre niveau.
Donc, ici, maintenant, si je continue avec ces 9 responsabilités, vous avez la troisième dont je voulais seulement attirer votre attention. C'est vraiment celle qui parle des compétences des professionnels de la santé. Donc, il faut vraiment essayer de les garantir, ces compétences-là, pour la mise en œuvre des conditions. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on est rassemblés aujourd'hui, pour prendre connaissance de l'outil qui peut nous aider au Québec, puis d'envisager ensemble comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer les compétences des professionnels de la santé avec nos rôles distincts. Quelques mots au sujet du Programme national de santé publique. Bien, c'est le principal programme où la stratégie IAB est insérée. Il va arriver à échéance en 2025. Donc, les prochaines années sont vraiment une opportunité pour nous pour essayer d'élever l'IAB et de démontrer qu'on peut optimiser la prochaine période et d'apprendre en fait comment le faire et d'utiliser tout ce processus au niveau international. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont en cours pour s'insérer dans ce processus de revitalisation. Véronique va nous parler de la formation nationale en allaitement. Donc, je vais enchaîner tout de suite avec quelques autres éléments clés qui sont importants parce que je ne peux pas parler des compétences en allaitement sans toucher un petit peu à la formation initiale ou de base en allaitement. Donc, je vous parle du comité formation du mouvement Allaitement Québec avec qui j'ai œuvré au cours des 7 dernières années. Donc, ce comité avec qui j'ai appris énormément et qui s'est donné comme mandat d'assurer une harmonisation des compétences minimales en allaitement de tous les professionnels de la santé à travers le contenu de la formation initiale. Donc, vraiment, c'est un comité qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passait au niveau des cégeps, des universités, pour travailler en amont, si on veut, du système de santé et former des professionnels qui sont les mieux capables, si on veut, de protéger, soutenir et encourager l'allaitement. Ensuite, donc en 2013, dans le fond, ce comité-là a réalisé un sondage auprès des professeurs et directeurs de programmes de formation dans les universités et les cégeps de plusieurs professions, vous les avez ici, donc. Et les principaux constats ont été qu'il y avait vraiment une hétérogénéité marquée dans les programmes de formation en santé et il y avait une insuffisance de formation en allaitement. Donc, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes conscients de cette réalité-là. Donc, il y avait vraiment un besoin urgent d'agir. Et ça fait 10 ans, dans le fond, que ce comité existe. Et les choses ont avancé, mais ont avancé à un pas de tortue dans le sens que pour faire des changements dans les programmes, ça peut prendre de 5 à 10 ans aussi pour être effectif parce que si on veut changer les curriculums, ça peut prendre 1 an avant que ce soit accepté. On doit attendre qu'il y ait une nouvelle cohorte. Quand la nouvelle cohorte débute, ils doivent être formés pendant 4-5 ans. Donc, c'est à peu près 6 ans après avoir fait de changements dans les curriculums qu'on peut avoir des changements effectifs. Donc, d'où l'importance d'agir, puis d'où l'importance d'avoir une réunion comme ça aujourd'hui pour essayer de s'allier. Donc, le comité formation, une des moments clés a été en 2016, le colloque de planification stratégique pour la formation en allaitement des professionnels de la santé. Donc, il y a un groupe qui est issu de ce colloque-là pour améliorer les programmes de formation de la santé en collaboration avec les établissements d'enseignement et les ordres professionnels. Donc, quelques personnes d'entre vous faites partie de ce groupe. Ce groupe est intéressant parce qu'il réunit des individus de 7 professions de la santé rattachés à 16 programmes de formation provenant de 10 établissements d'enseignement universitaires et collégiaux dans 3 provinces et en plus de 3 autres professionnels. Donc, pour avoir le privilège d'être en lien avec plusieurs pays, je vous dirais que c'est un groupe unique aussi pour avoir ces personnes et cette diversité-là aussi de professions qui sont vraiment rassemblées. Donc, je disais, il y a beaucoup de défis, évidemment. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est difficile de changer les programmes. En 2016, on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir Dr Grandmaison qui avait ouvert le colloque et qui nous a vraiment sensibilisés à tout ce qui est l'importance réciproque, si on veut, entre le système de santé et la pratique et la formation. Donc, en fin de compte, ces 2 systèmes qui sont importants. À ce moment-là, notre réflexion, elle commençait, elle continuait, je devrais dire. Puis, récemment, j'ai trouvé en 2010, dans le Lancet, qu'il y avait un appel à l'action où est-ce qu'on parle justement de ces 2 systèmes, le système d'éducation et le système de santé. Donc, je pense que les prochaines étapes ou les pistes d'action qu'on doit explorer, c'est vraiment d'avoir une communication et de travailler ensemble parce que je sais que vous toutes, en fait, travaillez déjà à rehausser la formation. Et donc, comment est-ce qu'on peut le faire de façon optimale au niveau de l'allaitement? Donc, c'est un appel à l'action qui avait été fait en 2010 et qui est encore vraiment pertinent aujourd'hui.
Donc, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de faire un pas dans cette direction en engageant ces 4 groupes dont j'ai le privilège de faire partie. Donc, le comité de formation d'IMAC, le groupe stratégique pour la formation en allaitement des professionnels de la santé, le ministère, le comité d'agrément IAB, et vraiment d'interagir avec d'autres personnes comme vous qui provenez des autres professionnels et du réseau de la santé pour s'unir parce qu'on a toutes des perspectives qui sont très différentes. Donc, je pense qu'on a vraiment intérêt aussi à bien connaître l'outil de vérification des compétences qui va nous être présenté aujourd'hui et d'explorer un petit peu comment est-ce que ça peut être un outil pour aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Véronique pour nous présenter la formation nationale en allaitement. Donc, à toi, Véronique. Bonjour. La formation nationale en allaitement, c'est une nouvelle formation qui est sortie pendant la pandémie. Puis moi, j'ai participé, dans le fond, au développement de la formation. Avant de vous en parler, je voulais vous faire mettre une mise en contexte. Dans le fond, cette formation-là est donnée depuis plusieurs années dans plusieurs régions du Québec, mais elle a été donnée en présentiel. Et juste pour vous donner un exemple, il y avait à Montréal, dans la région dans laquelle je travaille, il y avait 150 intervenants qui étaient formés par année. C'est une formation qui s'inscrit aussi dans la démarche de certification de l'initiative Amis des bébés, mais elle avait besoin d'une mise à jour. Prochaine diapo. Les mises à jour qu'elle avait besoin, bien sûr, c'était le contenu scientifique parce qu'on sait que les connaissances évoluent, mais aussi l'IAB a revitalisé, dans le fond, l'initiative Amis des bébés. Donc, on voulait, nous aussi, revitaliser la formation pour qu'elle reflète les nouvelles normes de l'IAB. On voulait aussi bonifier la formation avec des aspects cliniques et pratiques, puis on voulait proposer une nouvelle approche d'accompagnement. On voulait aussi que la formation soit plus accessible. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une formation qui est en ligne parce qu'elle est accessible en tout lieu, en tout temps, puis elle est gratuite. Donc là, présentement, elle est hébergée sur l'environnement numérique d'apprentissage du ministère dont je vous ai donné le lien et dont vous voyez la photo ici. Prochaine diapo. Il y a 2 parcours possibles de la formation. Le premier parcours, il dure 3 heures et demie, puis c'est les modules, ce sont les premiers modules. Donc, dans ces modules-là, ce qu'on va couvrir, c'est on va parler de l'IAB, du code, on va parler aussi, on va présenter l'approche de communication, on va aussi aborder l'anatomie, la physiologie de l'allaitement, l'offre et la demande, et on va parler là, de comment lorsque l'allaitement est spontané et inné, on va comme un peu décrire un peu les étapes. Dans la deuxième partie, là, le deuxième parcours, dans le fond, c'est un 7 heures de formation où là, on va ajouter 3 autres modules. Puis là, on va aborder les défis qu'on peut avoir en allaitement, des situations particulières qui peuvent se présenter et des préoccupations. On va explorer les préoccupations que vivent les parents lors de l'allaitement. Prochaine diapo. La formation, on a voulu qu'elle s'adresse au plus grand nombre d'intervenants possible. Donc, on a vraiment essayé d'utiliser un vocabulaire qui s'adressait au plus grand nombre de personnes possibles et de plus de situations cliniques avec lesquelles les intervenants pouvaient, dans le fond, s'identifier. Prochaine diapo. L'objectif de la formation, c'est vraiment de développer les compétences de base qui sont nécessaires pour soutenir les mères puis les familles, puis les accompagner. Prochaine diapo. Donc, la formation, elle est en 7 modules. Le premier module, comme je disais tout à l'heure, on va aborder l'IAB, on va aborder le code, on va aborder l'importance de l'allaitement maternel, le rôle et la responsabilité des professionnels. Dans le deuxième module, on va vraiment présenter l'approche d'accompagnement. Puis, on a voulu la mettre au début de la formation parce qu'on voulait vraiment que l'approche d'accompagnement soit transversale à travers tout le module. Donc, l'approche d'accompagnement, elle est présentée au début et elle va se retrouver partout au fil du module. On va avoir des rappels, des retours. On va utiliser cette approche d'accompagnement-là.
Dans le troisième module, là, on va vraiment, ce sont les bases de l'allaitement, l'anatomie, la physiologie, la lactogénèse, bon, tu sais, le b.a.-ba de comment on produit le lait. Et aussi, on va aborder la composition du lait maternel. Dans le quatrième module, là, on va suivre, dans le fond, un peu un parcours de la naissance jusqu'à comment une prise au sein spontanée, une tétée active, dans le fond, se déroule et on va suivre. Puis, ce module-là, il y a vraiment beaucoup de vidéos, puis on va vraiment suivre le processus. Puis, dans le fond, on a essayé aussi de penser, en proposant un algorithme, un peu les questions que les intervenants devraient se poser ou dans l'évaluation. Donc, vraiment outillé pour avoir un processus clinique. Dans le module 5, là, puis vous vous souvenez, je vous parlais de 2 parcours. Donc, ce sont les 4 premiers modules. C'est le premier parcours. Si on continue avec le parcours de 7 heures, là, on va ajouter, dans le fond, les pratiques. Donc là, on va reprendre un peu l'algorithme qu'on avait dans le module 4, mais là, on va le décliner avec un peu, si par exemple, ça ne se passe pas de façon spontanée, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie? Puis là aussi, on va avoir des vidéos qui vont aider à l'aide à la compréhension, à la pédagogie. Dans le module 6, là, on est vraiment les situations particulières. Qu'est-ce que je fais si, par exemple, j'ai une mère avec un engorgement, une ankyloglossie? Donc là, il va vraiment avoir ça détaillé. Puis, dans le dernier module, c'est l'allaitement au fil des semaines. Là, on va vraiment avec les préoccupations des mères. Je pense qu'on en a une quinzaine. Par exemple, qu'est-ce que je fais si je fume? Qu'est-ce que je fais si je ne m'alimente pas bien? Mon bébé dort pas. J'ai pas de lait. Donc, on a vraiment essayé d'aller chercher les situations où les mères sont le plus préoccupées, puis on a vraiment proposé des réponses pour les intervenants. Prochaine diapo. Donc, tout au long de la formation, on a vraiment eu le souci de maintenir ça actif. Donc, on voulait que le participant soit actif. Il va cliquer, il va avoir des images. Donc, on a vraiment essayé de mettre ça interactif. Prochaine diapo. On a, comme par exemple ici, ça c'est l'exemple, on a une préoccupation de mère. On a vraiment essayé d'en mettre partout dans le module, puis même d'inviter le participant à formuler la réponse qu'il pourrait faire à une mère. Puis parfois, on le met au début d'un module. Donc là, on amène, la mère se pose cette question-là, on donne la théorie un peu, puis ensuite, on va aller avec l'approche d'accompagnement, on va proposer des réponses, mais on va inviter avant le participant à formuler sa propre réponse. Donc, pour vraiment aider au processus à réflexion clinique. Tout au long aussi du module, on a des vidéos, comme je disais, pour vraiment illustrer des évaluations clés pour vraiment outiller l'intervenant. Prochaine diapo. On a aussi proposé, comme ici, l'approche d'accompagnement et on avait vraiment le souci de faire ça très simple. Donc, l'approche d'accompagnement, on l'a vraiment voulu comme en 3 étapes simples pour que ce soit simple, que facile à retenir. Donc, on avait vraiment ce souci-là tout au long de la formation. Prochaine diapo. Puis, tout au long de la formation aussi, parce que parfois, c'est difficile de trouver les mots quand on est intervenant puis on veut parler d'allaitement. Donc, on a vraiment essayé aussi d'illustrer des dialogues qu'il pouvait y avoir entre une mère et une intervenante, donc où on peut cliquer et on voit des interactions, puis on peut lire. Donc, parfois, c'est bon de voir un exemple pour pouvoir avoir les mots pour le dire, parce que parfois, c'est difficile. Donc, prochaine diapo. On a aussi proposé des étapes pour l'évaluation d'une évaluation clinique structurée. L'évaluation, en fait, on le proposait de la faire en 3 étapes, qui est l'évaluation du bébé, l'évaluation de la mère, puis l'observation des tétés. Une fois qu'on a fait cette évaluation-là, on invite l'intervenant à avoir sa propre impression clinique, de poser un peu son diagnostic, puis ensuite de faire un plan concerté avec le parent. Donc, prochaine diapo. Dans la formation, vous allez voir des mises en situation où on va illustrer justement cette évaluation clinique structurée et avec des différents défis qui sont vécus en allaitement. Prochaine diapo. Aussi, pour chaque module, ou en tout cas à différents modules, il y a
des outils qu'on peut imprimer. Donc, il y a la présentation qu'on a vue, donc les principaux concepts qu'on a vus sur le module. Donc, on peut les imprimer ou les télécharger en PDF. Il y a des aides à la tâche et il y a aussi d'autres documents là, qu'on peut imprimer qui font partie du module. Prochaine diapo. Aussi, dans le module, dans chaque contenu ou quand les références étaient utilisées, il y a une icône que vous voyez en bas qui est le i où on peut cliquer, puis qui va donner, dans le fond, la source qui a été utilisée pour le contenu qui est présenté dans les modules. Et quand il y a des liens hyperliens comme ça, vous pouvez cliquer et ça va vous amener directement là, au document qui a été utilisé. Prochaine diapo. Aussi, si vous regardez en haut à gauche, vous allez voir, on peut cliquer en tout temps dans le module, on peut cliquer sur le menu pour se promener d'un endroit à l'autre dans le module. Et aussi, il y a de la narration qui est donnée. Et si certains sont plus visuels, bien, ils peuvent cliquer sur la narration pour lire la narration. Aussi, il arrive parfois qu'on suit la formation, puis on est amené à faire autre chose. Donc, quand on revient, bien, on a vraiment la possibilité de cliquer pour reprendre là où on était rendu. Prochaine diapo. Bien sûr, c'est possible d'avoir des crédits de formation. Donc, on a le Collège des médecins et le Collège des médecins du Québec et le Collège royal des médecins a approuvé, offre des crédits de formation. On a le choix de faire une demande de 3h30 ou de 7 heures. Et ce sont des crédits d'activité d'évaluation de l'exercice reconnus pour le Collège du médecin, puis des programmes d'auto-évaluation agréés. Ce sont des crédits qui sont où l'offre de formation est habituellement limitée. Donc, ça peut être un argument pour inviter les médecins à suivre la formation. Il y a aussi pour tous les autres professionnels où là, dans le fond, l'Université Sherbrooke va offrir un certificat de formation, certificat de formation et d'attestation de formation, excusez-moi, et qui va être aux frais de 15 $. Donc, on peut en faire la demande 3 fois par an. Donc, prochaine diapo. Donc, ben, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Puis, on n'aura pas beaucoup de temps, je pense, pour aborder la formation, mais je vous laisse une adresse courriel là, dans la présentation ou ici dans le chat si vous avez des questions ou vous pouvez orienter vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Donc, ça complète vraiment juste la mise en contexte qu'on voulait faire pour vous. Donc, sans plus tarder, c'est avec plaisir qu'on passe la parole à Louise Dumont pour présenter l'outil de vérification des compétences. Donc, à toi, Louise. Merci beaucoup. Bonjour, ça me fait très, très, très plaisir de présenter le travail à l'international, la première fois en français, puis chez nous en plus. Alors, je suis très contente. Je vais vous partager mon écran tout de suite, en espérant que ça va marcher. Oups, ça marche ici. Est-ce que vous me voyez? Ça fonctionne, Louise. Ça fonctionne bien. Alors, je présente aujourd'hui la trousse de vérification des compétences minimales de tous les professionnels de la santé quant aux pratiques cliniques liées à l'allaitement. Et quand on parle de cette trousse-là, elle se retrouve en anglais pour le moment, on va en parler tantôt. Sur le site de l'OMS, vous avez le HTTP en bas. Elle s'appelle en français la trousse d'outils de vérification des compétences. S'assurer de la compétence des professionnels de la santé en matière de mise en œuvre de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés. Alors, je veux vous présenter d'où ça vient, cette trousse-là. C'est qui l'équipe en bon français, Step 2 Task Force, qui nous sommes les auteurs. Il y a 2 modèles pour la trousse, puis ensuite, je voudrais avoir une question pour vous. Raphaël va m'aider là-dessus. Et les outils qui sont contenus dans la trousse que vous retrouvez sur le site Web. Comment et quand on peut se servir de cette trousse-là, avec des exemples que j'ai essayé de mettre comme pour chez nous, pour le Québec. Et ensuite, on aura une période de questions. Alors, l'origine de la trousse. D'abord, il faut parler d'allaitement si on veut être capable de comprendre d'où la trousse vient. L'allaitement, c'est un déterminant de santé. Et c'est un déterminant de santé qui est très important
surtout qu'il arrive très tôt dans la vie de l'enfant comme déterminant, c'est la naissance du microbiote. Donc, c'est la prévention de beaucoup de maladies chez l'enfant. Ça amène aussi, selon les recherches, habituellement des changements bénéfiques dans la famille parce que la maman qui allaite fait des changements, comprend davantage l'alimentation, à quel point c'est important et ça fait des changements dans toute la famille. Il y a des impacts documentés, très documentés sur la santé de la mère à court et à long terme. Il y a des impacts très documentés sur la santé de l'enfant à court et à long terme. Et il y a des conséquences économiques et écologiques qui sont aussi très documentées. On peut dire que l'allaitement, c'est supérieur. Jamais on va être capable de comparer allaitement avec n'importe quoi d'autre. Alors, peu importe ce que les compagnies de substituts de lait maternel vont essayer de faire croire au public, ils dépensent des milliards en publicité pour faire croire que justement, c'est presque pareil à l'allaitement. Bien, c'est pas pareil. Scientifiquement, c'est faux. Alors, c'est important de protéger l'allaitement et c'est pour ça que dès 1989, l'IHAB est né de l'OMS-UNICEF pour s'assurer que l'allaitement est reconnu, il est promu, il est encouragé et il est soutenu. Alors, c'est l'initiative Hôpitaux Amis des bébés. C'est encore comme ça à l'OMS, même si plusieurs pays, et entre autres nous au Québec, on a IAB à cause de notre continuum de santé, comme Véronique et Isabelle l'ont parlé. Ça s'adresse chez nous à tous nos établissements de santé et pas seulement aux hôpitaux, aux maisons de naissance. Parce qu'à l'international, et le toolkit a été développé, la trousse a été développée IHAB, parce qu'à l'international, c'est les maternités. Donc, pour chez nous, ça veut dire hôpitaux, maisons de naissance, mais ça veut dire aussi que la trousse peut être adaptée aux autres établissements de santé. L'IHAB, ça comprend le respect des 10 conditions pour le succès de l'allaitement, et on va en parler tantôt, et du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. La dernière mise à jour, Isabelle vous en a parlé, IHAB 2018, il y a eu une revue de littérature systématique et exhaustive faite par l'OMS en 2017 et ça a donné une revitalisation proposée en 2018 pour l'IHAB. C'est le document que vous avez vu tantôt qui existe, celui-là en français, sur le site de l'OMS et c'est là que vous le trouvez. Donc, c'est l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, renouvelée, revisée. On va y revenir plus tard, mais on va commencer à voir ce que ça fait comme revitalisation. Alors, revitalisation, ce que ça veut dire, c'est tout ce qui est en rouge, c'est des conditions qui ont été changées, améliorées ou carrément chabardées dans le nouveau mise en œuvre de l'initiative Amis des bébés. Et on va le voir tantôt, le Code international de monitoring interne sont maintenant partie de condition 1. Et aujourd'hui, on est préoccupé par la condition 2 sur les compétences des intervenants. Et là, c'est un changement de paradigme majeur et on va y revenir. Alors, le changement de paradigme majeur, ça veut dire quoi? Pour tous ceux qui connaissent un peu l'IHAB, vous saviez que pour devenir IHAB, nos professionnels de la santé devaient avoir fait ce qu'on appelait le 20 heures, donc la formation en allaitement pour s'assurer des compétences de base. Alors, on faisait tchic, 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 les gens sont allés, ils ont fait la formation. Maintenant, ce que l'OMS demande, ce n'est pas un curriculum spécifique, mais c'est plutôt la démonstration des compétences. Les établissements de santé sont responsables de démontrer que leur équipe de soins professionnels a les compétences et non pas juste qu'ils ont eu un nombre d'heures d'éducation. Une des normes internationales reliées à la condition 2 dit au moins 80% des professionnels de la santé qui dispensent des soins prénatales, à la naissance, postnatale, aux nouveau-nés et aux enfants déclarent avoir fait l'objet d'une vérification de leurs compétences en matière d'allaitement au cours des 2 années précédentes. On va en reparler, c'est juste de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est différent. Avant, on regardait qu'est-ce que vous avez eu comme formation. Maintenant, on regarde qu'est-ce que vous avez comme compétences réelles sur le terrain. Alors, naturellement, c'est différent. C'est différent selon les professionnels de la santé, selon le rôle attendu. On ne demandera pas les mêmes choses d'un médecin, d'une infirmière, d'une sage-femme, d'une nutritionniste, d'une chiro. Alors, selon le rôle
que vous avez sur le continuum périnatal, les exigences de démonstration de compétences sont différentes. Ce qu'on appelle avec l'origine de la trousse, on doit parler du 5-org collaborative, comme on appelle, le 5 organization. Je l'ai mis entre guillemets parce que ça n'a jamais été traduit. On a travaillé avec l'OMS et l'UNICEF depuis 2017. Il faut savoir que le premier brouillon de la révision IHAB, qui est maintenant le guidance, donc le document de mise en œuvre, quand il est sorti la première fois, les pays ont sauté pas mal plus haut que ma maison, mettons. Alors, on a eu besoin de se regrouper, la plupart des organismes de défense de l'allaitement, d'être ensemble pour travailler avec l'OMS pour améliorer cette revision-là. Et ensuite, pour implanter l'IHAB tel que le document de mise en œuvre le disait. Alors, c'est qui ces 5 orgs-là? C'est le BFHI Network for Industrialized Countries. Donc, c'est le regroupement des pays industrialisés pour l'IHAB. À l'époque et jusqu'à avril cette année, de 2006 à 2021, j'ai été la représentante du Canada à ce regroupement-là international. Il y avait la Ligue de la laitier internationale, IPFAM et WABA, qui sont des regroupements internationaux de défense de l'allaitement, et ILCA, qui se préoccupe de la formation des consultantes à lactation certifiées. Alors, pourquoi on avait besoin d'outils à l'Assemblée mondiale de la santé quand les pays ont vu que les documents de mise en œuvre faisaient un tel changement de paradigme sur la condition 2, ils ont dit hey, aidez-nous. Alors, donnez-nous des outils pour actualiser cette condition 2-là, parce que dans les milieux, on n'est vraiment pas équipé. C'était facile de dire oui, tu l'as eu ta formation, oui, tu as eu combien d'heures, mais là, d'aller voir si vous êtes compétent, aïe, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, à l'Assemblée mondiale de la santé, l'OMS a promis de produire des outils. Et c'est là que l'équipe internationale a été nommée en août 2019. C'est qui l'équipe qui a développé? On l'appelle le Step 2 Task Force. Elise Chapman, qui est la coordonnatrice nationale en Italie. Trish McEnroe, qui était à l'époque la présidente directrice générale de Baby Friendly USA aux États-Unis. Chao Chen, qui est médecin néonatologiste et qui était la présidente honoraire de l'Académie de l'allaitement de Taïwan et coordonnatrice IHAB nationale à Taïwan. Il y avait moi-même, qui est professeur-chercheur honoraire à l'Université du Québec en Outaouais et maître évaluatrice. Et il y avait Linda Smith, que probablement plusieurs d'entre vous connaissent comme consultante vraiment privée, Bright Future Lactation Resource Center aux États-Unis. Alors, quand on parle du Step 2 Task Force ou des développeurs ou des auteurs, c'est nous autres, les 5. Alors, le mandat qu'on a eu du 5 Organization avec l'OMS et l'UNICEF, c'était de définir les compétences minimales des professionnels de santé en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, ce que je sais, ce que je peux faire et comment je peux le faire. Et développer des outils qui sont prêts à utiliser dans toutes les maternités du monde. Ça, c'est le défi. Et disséminer ces outils-là. Ça, c'était notre mandat. On l'a fait en 2 ans. Des rencontres toutes les semaines, y compris durant l'été. On est 5 personnes de 4 pays différents, 4 langues différentes, 4 cultures différentes et 5 expériences professionnelles différentes. Alors, on a développé d'abord, c'est quoi une compétence? Il fallait s'entendre parce que si vous voyez la littérature là-dessus, c'est tout azimut. Alors, une compétence, selon l'OMS, c'est la capacité d'utiliser un ensemble de savoir, plus savoir-faire, plus savoir-être pour accomplir une tâche, un rôle ou assumer une responsabilité avec succès. Une compétence, ce n'est pas un objectif d'apprentissage. Un objectif d'apprentissage, ce n'est pas une compétence. Il y a une différence entre les deux. Quand je suis en formation, j'ai des objectifs de formation, j'ai un but. Je vise un but. Quand je suis dans l'action, donc ce qui est recherché en condition 2, c'est l'action, c'est le résultat. Donc, j'ai eu de la formation et de l'expérience et je suis capable de vous montrer que je suis capable de le faire dans la vraie vie. Alors, ce n'est pas un objectif, une compétence, ce n'est pas un objectif de formation, mais c'est le but visé, par exemple, au niveau de la formation.
Pour ceux qui travaillent en médecine, vous connaissez probablement le prisme de Miller sur la compétence clinique. C'est avec ça que la plupart des programmes de médecine axés sur les compétences se sont faits. Donc, on sait, knows how, c'est le savoir-être, je sais comment, je le montre, donc j'ai les attitudes et le savoir-être qui va avec, et je le fais, c'est-à-dire je l'intègre dans ma pratique. Là où j'ai mis la flèche rouge, c'est le but de la trousse d'outils. Donc, je suis entre la démonstration style dans un laboratoire avec des patients qui ne sont pas des vrais patients, des simulations, ou je suis dans la vraie pratique. Et vous êtes capable de voir que je le fais dans ma pratique de tous les jours. Un indicateur de performance, c'est un énoncé qui est mesurable pour être capable de décrire un savoir, savoir-faire, savoir-être. Parce que si on me dit, elle comprend l'allaitement, bien comprendre, là, moi, je peux comprendre comme ça, je peux comprendre comme ça, je peux comprendre comme ça. C'est vraiment très différent, c'est trop vague, c'est pas un verbe mesurable. Alors, on a besoin d'indicateurs de performance pour mesurer chaque compétence. Dans la trousse, chaque compétence est mesurée à l'aide de plusieurs indicateurs de performance. Et pour ceux qui sont en formation, que ce soit formation clinique ou formation initiale, vous allez comprendre, le verbe utilisé pour décrire l'indicateur de performance dépend du niveau cognitif de la compétence à atteindre. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. On va y revenir en détail tantôt. Donc, on a 2 modèles pour la trousse. Pourquoi 2? Parce qu'on a développé selon les 10 conditions. C'était notre mandat initial par l'Assemblée mondiale de la santé de dire développer des outils pour l'IHAB. Donc, on est parti pour développer un référentiel de compétences à partir des compétences listées dans les orientations qui étaient dans les orientations de mise en œuvre de 2018, qui étaient très vagues et très peu centrées hôpitaux, maternités. Pour nous autres au Québec, ça aurait été correct et parfait parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont du postnatal plus loin. Sauf que là, on est au niveau international à hôpitaux, maisons de naissance. Tu ne vas pas demander à une maman, tu ne vas pas traiter une mastite parce que tu espères qu'en 2-3 jours, elle n'aura jamais de mastite. Alors, il y a comme, on travaillait davantage sur la prévention. Donc, on est parti de ces compétences-là, mais on a aussi rajouté ou validé avec des compétences en allaitement qui avaient déjà été identifiées bien avant 2018 dans des organismes qui sont reconnus à l'international. Les curricula de formation en allaitement de plusieurs pays, le protocole 7 de l'ABM, de l'American Breastfeeding Medicine, qui est très détaillé. Il y a un modèle de compétences de l'OMS qui est aussi très détaillé et les outils d'évaluation IHAB de plusieurs pays sont aussi très développés au niveau des compétences. Et aussi les expériences professionnelles qu'on avait, nous 5. Comme je vous ai dit, on est 5 professions différentes. Donc, médecin, infirmière, nutritionniste, sage-femme, gestionnaire. Alors, on a des compétences qui sont vraiment très différentes. À partir de ce référentiel de compétences-là, on a développé des indicateurs mesurables de performance pour chacune des compétences et on leur a attribué un niveau cognitif selon ceux qui travaillent encore une fois en formation, selon le modèle de Bloom et Krathwohl, donc connaissance K, vous allez voir K, knowledge, donc savoir, habileté, savoir-faire, qui est skill, et attitude, savoir-être, qui est attitude. Les 10 conditions, qu'est-ce qui ont l'air les nouvelles 10 conditions? Pour celles qui ne les connaissent pas, ceux et celles qui ne les connaissent pas, le cadre de référence selon les 10 conditions prend les 10 nouvelles conditions, donc celles qui ont été revisées. Ils ont été divisés en 2 groupes. Le groupe de procédures de gestion critique. Donc, on a dit tantôt se conformer au code international qui était autrefois à part. On avait besoin pour être évalué, ami des bébés, mais il était considéré comme une 11e condition dans certains pays. Là, il a été rentré dans les procédures de gestion critique parce que c'est vraiment extrêmement important. La politique d'allaitement formulée par écrit est systématiquement portée à la connaissance du personnel et des parents. Ça n'a pas changé, c'est déjà là. Ce qui a été ajouté, qui est extrêmement important, c'est le processus de monitoring. Donc, il faut établir un système de surveillance continue pour s'assurer que les données qu'on a, on est capable de s'améliorer et pas faire quelque chose aux 5 ans ou aux 10 ans.
Si je suis en processus de devenir ami des bébés, je dois être capable de monitorer régulièrement les actions. Le deuxième, c'est celui-là qu'on va voir en détail, veiller à ce que le personnel possède les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour le soutien en allaitement. On a ajouté à cette trousse-là des trucs que j'ai retrouvés avec plaisir dans la formation nationale au Québec, c'est-à-dire des compétences en communication efficace et crédible. Alors, il y en a 2 au niveau international et elles se retrouvent assez bien au niveau de la formation que Véronique vous a parlé tantôt. L'autre partie des 10 conditions, c'est tout ce qui est clinique. Donc, pas la gestion, mais vraiment les pratiques cliniques essentielles. Quand on parle de pratiques cliniques essentielles, on parle d'une équipe. Et ça, je vais essayer de vous en parler le plus que possible parce qu'on ne peut pas tout seul travailler en allaitement avec une femme enceinte. On ne peut pas tout seul travailler en allaitement avec une femme qui vient d'accoucher. Ce n'est pas vrai que c'est du ressort de l'infirmière de maternité ou de la sage-femme, c'est du ressort de toute une équipe. Il faut avoir des visions différentes pour être capable d'aider une femme. Alors, quand on parle des pratiques cliniques essentielles, c'est des trucs qui sont en équipe. Ça se fait en équipe pour être sûr que les messages passent exactement les mêmes, même si les mots différents sont utilisés. Alors, parler avec les femmes enceintes et leurs familles de l'importance de l'allaitement et de sa pratique, ça n'a pas changé, sauf que ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est labellisé, c'est très clair, qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce que les femmes enceintes doivent savoir en prénatal, ce qui n'était pas clair avant. Favoriser le contact peau à peau immédiat ininterrompu entre la mère et l'enfant et encourager les mères à commencer l'allaitement dès que possible après la naissance, ça n'a pas changé, à mon plus grand plaisir, parce que pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est mon dada et mon ancien domaine de recherche. Aider les mères à commencer à maintenir l'allaitement et à gérer les difficultés les plus fréquentes, ça non plus, ça n'a pas changé. Ne pas donner d'aliments ou de liquides autres que le lait maternel au nouveau-né allaité, sauf indication médicale, ce sont les recommandations de l'ensemble des pays du monde. Laisser l'enfant avec sa mère dans la même chambre 24 heures sur 24, pour nous, au Québec, il n'y a vraiment pas de problème en général là-dessus. C'est comme, c'est acquis, la cohabitation, ça se fait. Mais vous devriez voir, même au Canada, aux États-Unis, c'est vraiment pas acquis. Alors, c'est important que ça reste là. Aider les mères à reconnaître les signaux de faim de leur nouveau-né, à y répondre. Et là, la 9 a changé un peu. Plutôt que de dire pas le doigt de biberon, pas le doigt de tétine, pas le doigt de suce, plutôt, on va conseiller les mères sur les risques quand tu allaites ou que tu n'allaites pas, de l'utilisation des biberons, des tétines et des sucettes. En 10, encore une fois, au Québec, pour nous, c'est clair parce que c'est coordonner la sortie de l'hôpital pour avoir une transition la plus souple possible et de l'aide aux besoins, mais ce n'est pas vrai partout. Et avant, cette condition-là était de référer au groupe d'entraide à l'allaitement. Alors, chez nous, c'est plus que le groupe d'entraide à l'allaitement, c'est vraiment un ensemble de ressources qui existent. Et alors, même si on changeait le libellé, au Québec, ça ne devrait pas nous donner de gros problèmes. Alors, c'est ça qu'on a besoin de faire. Attendez un peu. Comme ça. Des exemples d'indicateurs de performance. Ça veut dire quoi, Louise, tes grandes affaires sur les 10 conditions? Par exemple, pour la condition 4, on a de niveaux expliqués. Donc, savoir. Si j'explique 3 raisons pourquoi c'est important le peau à peau, j'ai juste besoin de le savoir là. Je ne suis pas obligée de savoir comment je le fais. Alors que si j'ai à démontrer 3 éléments pour dire que ce bébé-là et cette maman-là sont en sécurité, puis qu'on n'aura pas de problème, peu importe le mode de naissance, bien là, il faut qu'on observe. C'est plus une question de savoir comment le faire et m'organiser pour que ça se fasse. Alors, le niveau, quand je dis le niveau de l'indicateur de performance, là, c'est vraiment le verbe qui va nous le donner davantage. Donc, des outils de vérification qui sont différents, qu'on va voir plus loin. Bon, arrive tout ça, c'est tout développé en 10 conditions. Ça s'en va en validation internationale. À l'international, on a eu 20 experts de 17 pays de chacun des continents qui ont revisé le contenu, donc validation de contenu. On a demandé, après ça, à l'équipe, on pourrait-tu présenter les mêmes indicateurs de performance, mais à la place de le mettre par les 10 conditions, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire par les domaines périnatals? Parce qu'en enseignement, c'est plus facile comme ça. Alors, on a repris les mêmes indicateurs, mais on les a remis dans un autre cadre selon 7 domaines en périnatalité. Et vous allez voir que ça
change pas grand-chose, sauf que c'est la façon de le penser. Les 7 domaines en périnatalité, on a encore les mêmes procédures de gestion critique pour soutenir les 10 conditions. On a aussi communiquer de façon efficace et crédible. Et on a période prénatale, naissance postpartum immédiat, les sujets essentiels pour une mère allaitante, soutenir les mères et les bébés avec des besoins spéciaux, puis les soins au congé. Qu'est-ce que ça change? Pour moi, pas grand-chose. Pour des gens qui sont moins IHAB, peut-être que c'est plus facile à comprendre. Alors, on voit que le comparatif pour les 2 cadres est vraiment très clair. La condition 1A, 1B et 1C, les politiques d'établissement, bien, on appelle les politiques de gestion dans le domaine. L'habilité de base, dans les conditions IHAB, même chose au niveau des domaines périnatales. Oups, excusez-moi. La condition 3, l'information prénatale ou période prénatale. La naissance postnatale immédiate, naissance postnatale immédiate. Là où ça change un peu, c'est la façon de voir. Donc, les conditions 5, 6, 7, 8, c'est les soins postnatales. Et ça devient le domaine 5, donc les questions essentielles pour une femme allaitante. Les conditions 5, 6, 7, 8, 9, on touchait déjà les situations complexes. Et là, on a dans un domaine 6 qui s'appelle les besoins particuliers et les soins au congé. Alors, c'est 2 cadres différents, mais pour d'un langage différent. C'est exactement les mêmes indicateurs de performance avec leur numéro propre. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils changent dans l'outil. Les mêmes façons de vérifier parce que c'est les mêmes outils et c'est les mêmes indicateurs de performance, sauf que l'arrangement est différent. Donc, c'est un langage qui est différent pour des visions qui sont différentes. Le langage des domaines, entre autres, plutôt que celui de l'IHAB, se retrouve dans la nouvelle formation révisée à l'international, ce qu'on a toujours appelé le 20 heures, puis qui est rendu 22 heures. Là. Alors, cette formation-là est maintenant sous domaine, plutôt que sous IHAB. On y présente l'IHAB, même chose que dans notre formation nationale, mais elle n'est pas selon l'IHAB. Et ça, cet outil-là de base, ce sont les compétences minimales attendues pour tous les professionnels de la santé à travers le monde. Je vais vous demander, je vous ai présenté le cadre selon les 10 conditions, je vous ai présenté le cadre selon les domaines périnatales. C'est quoi qui vous attire le plus? 1 ou 2? Puis là, vous écrivez ça dans le chat et Raphaël, elle va vous faire un sondage éclair et vous m'expliquez pourquoi. Raphaël va être capable de nous calculer le pourcentage. Qui d'entre vous préfère 1 ou 2? Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de lire vos commentaires dans le chat pour voir qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Si je peux trouver mon chat, par exemple. Donc, juste pour clarifier, on vous demande de répondre 2 fois. Une fois dans le sondage éclair pour pouvoir avoir la statistique, puis une fois dans le chat pour avoir vos justificatifs. Donc, ça va être important de dire si vous avez choisi 1 ou vous avez choisi 2 dans le chat ou discussion, dépendamment des moyens. Là, mon problème, c'est que je ne trouve pas mon chat. Pourquoi je ne trouve pas mon chat? Peut-être arrêter de partager ton écran, Louise, et tu le repartageras éventuellement quand tu reprendras la présentation. On va bien faire ça. Ça me demande share. Stop share. There you go. OK. Oui, je m'attendais à ça, à ce qu'on me dise, probablement que j'aime mieux par IHAB parce que je suis déjà habituée à IHAB. Alors, les gens qui sont très familiers avec les 10 conditions, oui, effectivement, spontanément, on s'en va tous vers le 1. Par contre, si j'enseigne, j'imagine c'est un petit peu différent. Alors, il y a 2 qui me disent c'est plus intuitif, on part du contexte global plus rapidement, puis on suit le continuum périnatal. Alors, c'est accessible si on est hors du réseau. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord si c'est accessible hors du réseau, parce que hors du réseau, tout le monde devrait connaître l'IHAB tout de même. Mais en formation, effectivement, c'est plus facile l'idée de domaine si je suis en formation initiale. On me dit 1 parce que c'est beaucoup plus clair et facile à mettre en place selon les conditions pour la mise en place et le maintien de l'allaitement. L'autre qui dit 2 parce que ça va aider à l'implanter dans les milieux de naissance. Alors, j'ai vraiment des
Tu sais, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et pour des raisons auxquelles je m'attendais. C'est ce qu'on a eu à l'international aussi. Si je suis habituée, par exemple, nous, on est les 5, on était des maîtres évaluatrices. Non, on est 4 sur 5 maîtres évaluatrices. Alors, pour nous autres, tu parles des 10 conditions, puis on joue avec ça comme ça. On arrive dans les domaines périnatales, ben oui, OK, c'est un continuum, ça va bien. Pour nous autres, c'est pareil. Mais les gens qui connaissent pas beaucoup l'IHAB, ben c'est difficile de rentrer dans les 10 conditions. C'est quoi ça? Alors que si je te dis en prénatal ou en postnatal, c'est plus clair. C'est pour ça qu'on dit, c'est 2 cadres différents selon un langage différent, mais c'est vraiment les mêmes indicateurs de performance. Je recherche les mêmes choses et je vais les évaluer de la même façon. Oui, je trouve intéressant de faire le parallèle entre les paramètres de périnatalité et ceux de l'IHAB, effectivement. L'IHAB. Donc, oui, tu diras quand tu veux que j'arrête le sondage et que je partage les résultats. Oui, ben, si tout le monde a répondu, oui, on pourrait reprendre. C'était juste… Je vais juste vous partager les résultats. Donc, c'est assez partagé, mais contrairement aux commentaires, la réponse 2 a été convaincante parce qu'il y a quand même plus de personnes qui ont choisi selon les 7 domaines. Okay. Bravo. Super. Mais on va continuer en présentant les 2 tout le temps parce que j'ai justement des audiences différentes. Vous êtes différents dans la provenance et dans ce que vous faites aussi au niveau des compétences. Alors, pour moi, c'est important qu'on puisse continuer. Alors, c'est quoi les outils dans cette trousse-là? Dans cette trousse-là, il y a un texte explicatif qui dit, c'est quoi cette trousse-là? Ça vient d'où? Qui a fait la commande de ça? Même chose que ce que je viens de vous présenter. Ce que c'est qu'une compétence, ce que c'est qu'un indicateur de performance, c'est quoi du savoir, du savoir-faire, du savoir-être? Après qu'on a expliqué, puis qui devrait examiner les compétences? Le type de connaissances et de compétences que l'examinateur doit avoir et, en gros, les outils. Par la suite, vous avez tous les outils qui se retrouvent sur le site web. Donc, l'outil individuel. Chaque professionnel a un outil individuel, soit selon les 10 conditions, soit selon les domaines. Il y a un manuel de ressources pour l'examinateur. Il faut penser, il y en a peut-être qui vont regarder le manuel de ressources et vont dire, franchement, c'est comme basic un peu. Oui, mais ça s'adresse à tous les pays du monde. Alors, ça ne veut pas dire que dans tous les pays, le niveau de formation ou le niveau de compétence d'un examinateur est celui auquel on devrait s'attendre au Québec. Alors, il y a un manuel de ressources pour l'examinateur selon chaque cadre de référence. Alors, si je décide de travailler avec l'IHAB, avec les 10 conditions, je prends tous les outils de l'outil individuel et le manuel de ressources qui sont selon les 10 conditions. Ensuite, les questions choix multiples, les histoires de cas, les grilles d'observation, c'est toutes les mêmes. Mais si je décide que je travaille par domaine périnatal, alors je prends l'outil individuel par domaine périnatal et le manuel de ressources par domaine périnatal. Les questions, les histoires de cas et les grilles d'observation sont les mêmes. Alors, ça, c'est un résumé de ce que vous voyez actuellement. Alors, ça, c'est vraiment ce que vous allez voir. C'est la traduction de ce qui va finir par arriver sur le site web de l'OMS avec tous les annexes qui sont en ligne. Je vous ai mis la page web du toolkit en anglais. Pour le moment, il est juste en anglais. Pour le compte de l'OMS, ils doivent faire affaire avec leurs propres traductrices. Alors, ils ont fait affaire avec des traductrices de l'Afrique et on a comme steppé au Five.org les francophones en disant « Ouais, mais ça va être le même langage. » Entre autres, moi, je dis « Est-ce que je vais comprendre votre français? » Et les filles francophones de l'Europe ont dit « On va-tu comprendre ce français-là aussi? » Alors, on a été nommés par l'OMS, moi, et Marie Zarenne, qui vient du Luxembourg, qui est aussi coordonnatrice nationale en IHAB. Et on a tout révisé la traduction française et ça avait besoin d'être révisé. Alors, entre autres, je prenais chacune des parties. Vous avez idée du nombre de révisions que ça veut dire. Alors, je prenais chacune des parties et j'écrivais en mode révision. Ensuite, je l'envoyais à Maryse qui était ou pas d'accord. Alors, il y a des fois, il y avait des appels à l'aide. Tu appelles ça comment chez vous? Moi, je appelle ça comme ça chez vous. Moi, je comprends rien de ça. Et c'est vraiment pas des termes que nous, on utilisait. Et à ma grande surprise, on est plus
européen, parce qu'on comprend très bien. On avait très peu de choses, Maryse et moi, qui étaient différentes. Alors, on a tout retourné ça aux traductrices et aux unilingues anglophones de l'OMS, et ça doit nous revenir sous peu. Ça fait 2 mois et demi qu'ils ont notre revision, et on a la revision finale qui devrait arriver bientôt. Donc, ça devrait être ensuite sur le site web. C'est pour ça que je ne vous partagerai pas mon PowerPoint, parce que c'est la traduction que Maryse et moi, on a pris les termes qu'on jugeait qui étaient le plus appropriés pour nous. Mais est-ce que c'est ça que l'OMS va reprendre? On ne le sait pas. Alors, je ne voulais pas que mon PowerPoint se promène avec des mots en français qui ne seront peut-être pas les mots finaux de l'OMS. Par contre, la présentation actuelle est enregistrée et ça, vous pouvez le réécouter. Raphaël va vous dire comment trouver ça. Alors, ça devrait arriver en français sous peu. L'outil individuel, ça a l'air de ça. Il est en anglais, c'est clair, parce que je n'avais pas le goût de me taper le formatage. Alors, vous voyez cet outil-là, c'est un outil que je peux me servir en cochant. Je suis examinateur, je suis capable de cocher, mettre des notes. C'est à peu près le même principe que celles qui sont évaluatrices en IAB. C'est le type d'observation qu'on fait. Si je le mets plus près, vous allez voir ce que ça a l'air. Alors, on a l'indicateur de performance et les réponses qui sont attendues. Alors, si je prends par exemple l'indicateur 35 qui dit « Discuter avec une mère de 2 éléments qui témoignent de l'importance de maintenir le nouveau-né dans sa chambre 24 heures sur 24. » C'est de l'observation parce que je dois discuter avec une mère. Donc, je ne fais pas juste besoin de savoir pourquoi il faut qu'ils restent ensemble. Il faut que je sois habile pour être capable de le discuter avec une mère. Alors, quand la personne, l'examinateur, a évalué un professionnel, elle écrit « Cette observation-là a eu lieu dans la chambre de la mère ». Ici, on a option… Non, on va commencer par là. Ici, on a s'appuyant sur les compétences de base, donc les compétences de mise en confiance de la mère et de communication, discuter avec la mère de l'importance du maintien du nouveau-né et je m'attends à ce qu'elle me dise ça. Au niveau national, on a laissé une colonne pour que les pays puissent décider ce qu'ils veulent rajouter qui est important. Naturellement, vous allez comprendre qu'ici, ça vient des États-Unis. Pour prévenir toute erreur d'identification du bébé. Si le bébé reste avec sa mère 24 heures sur 24, on ne le mélange pas d'une pouponnière. Bon, nous autres, on n'aura pas besoin de rajouter ça. On n'a presque pas de pouponnière. OK? Alors, il y a des pays qui ont besoin de rajouter des choses. Alors, chaque pays peut mettre des choses en particulier là-dessus. Et là, où je suis compétente, où j'ai un besoin d'amélioration. Alors, l'examinateur a écrit, n'a pas répondu aux préoccupations de la mère qui se disait fatiguée puis qu'elle voulait qu'on y enlève son bébé temporairement. Elle a juste dit à la mère, non, vous gardez votre bébé, comme ça, vous allez être capable de le nourrir quand il a faim. Alors, il y a des choses ici qui n'ont pas été touchées. Comment je fais pour savoir qu'elle répond comme faux ou pas comme faux? C'est là que la ressource pour l'examinateur arrive. J'ai les mêmes indicateurs de performance, j'ai la même chose ici que j'attends, mais ici, c'est des réponses qui sont plus préoccupantes. Alors, en général, on a ça, et ici, les pays peuvent aussi rajouter des choses chez nous, ils disent souvent ça, plus. Et si j'ai raté, si vraiment je ne suis pas à un niveau de compétence suffisante, que je ne réponds pas à ces choses-là, mais que je suis plus dans cette colonne-là, à ce moment-là, les ressources recommandées sont là. Les ressources recommandées, on a fait le choix de faire des ressources internationalement reconnues, validées et gratuites dans tous les pays du monde. Donc, ça veut dire tout le matériel qui provient de l'OMS et de l'UNICEF et tout le matériel qui vient de ABM, l'American Breastfeeding Medicine. Et c'est ici que les pays rajoutent des choses. Alors, si, par exemple, dans notre formation nationale au Québec, on a d'écrire à une mère des signes de sous-alimentation, on va rajouter ici, à telle section, de la première section, à telle page, vous allez trouver ça. Donc, si moi, j'ai manqué ça, je retourne faire ma formation pour voir, coudonc, j'ai manqué quelque chose, je vais aller voir là dans ma formation. Alors, chaque pays peut rajouter les ressources qu'il recommande dans son propre pays. Comment on se sert de ça? On va voir ensuite quand on se sert de ça. Comment on se sert de ça? On va utiliser la condition 6, par exemple, qui est facile sur l'exclusivité de l'allaitement. Ne pas donner d'aliments ou de liquide.
autre que le lait maternel au nouveau-né allaité, sauf indication médicale. Et ça, c'est pour 6 mois. On le sait, c'est les recommandations internationales. Pendant 6 mois, rien d'autre. La compétence, on a 10 indicateurs de performance pour l'évaluer. Pour tous les professionnels de la santé, 10 indicateurs de performance, oui, mais le niveau est différent selon le rôle. On va prendre juste les 7 sur 10 qui sont reliés vraiment à l'exclusivité, puis au lait maternel exprimé, parce que dans ça, il y a aussi les formules de lait, comment aider une maman à préparer les formules de lait. On ne touchera pas à ça ici. Alors, si je touche à les indicateurs de performance liés à l'allaitement et au lait exprimé, on a discuté avec une mère d'au moins 3 raisons pour lesquelles l'allaitement exclusif est important. Si je discute avec une mère, je suis en savoir, savoir-faire, savoir-être. Énumérer au moins 2 contre-indications potentielles à l'allaitement pour un bébé et 2 pour une mère, j'ai juste besoin de savoir. Je ne l'explique pas à personne, je l'ai appris, je le sais. On arrive plus tard avec décrire au moins 4 indications médicales pour donner des suppléments à un bébé allaité, 2 indications du côté de la mère, 2 indications du côté du bébé, quand on a fait ce qu'il fallait faire pour évaluer et prise en charge adéquate de l'allaitement. Ça aussi, je le sais ou je ne le sais pas. Décrire au moins 3 risques que comprend le fait de donner un nouveau-né allaité autre chose que du lait maternel. Ça aussi, j'ai juste besoin de le savoir. Engager une conversation avec une mère qui a l'intention de nourrir son bébé avec du lait commercial, ça, c'est pas juste du savoir, parce que ça me demande de savoir comment, puis d'être capable de le faire correctement dans le respect de la mère. Et on aussi expliquer au moins 3 éléments à prendre en compte pour conserver le lait maternel exprimé, je le sais. Expliquer au moins 3 aspects pour la manipulation du lait maternel exprimé, je le sais aussi. Donc, ces 7-là sont à des niveaux différents. À qui ça s'adresse chez nous au Québec? Toutes les 7, tous les professionnels de la santé devraient savoir ça. Je devrais savoir les contre-indications, je devrais savoir les risques de la non-exclusivité, savoir. Alors, l'importance de l'allaitement, les contre-indications, les indications médicales de donner des suppléments, les risques de la non-exclusivité, quoi dire à une mère qui envisage une alimentation mixte, comment conserver puis manipuler le lait maternel exprimé, c'est du savoir. Tous les professionnels de la santé devraient savoir ça. Mais qui d'entre nous autres, on a eu ça au niveau de la formation initiale? À moins d'avoir un prof aussi nono que Louise Dumas qui passait je ne sais pas combien d'heures à vous marteler ça dans la tête. Indicateur de performance au niveau savoir, savoir-faire, savoir-être, là, c'est un petit peu différent. Au Québec, ça veut dire les sages-femmes, les infirmières en prénatal, en maternité, en postnatal, en pédiatrie, les omnipraticiens qui effectuent des suivis de grossesse ou qui aident les femmes à la naissance ou en postpartum, les pédiatres, les nutritionnistes en périnatalité, en pédiatrie, puis d'autres selon les milieux. Exactement ce que Véronique a dit tantôt. Alors, ces compétences-là sont jugées minimales pour eux qui interviennent auprès des mères. Donc, discuter de l'importance de l'exclusivité de l'allaitement et engager une conversation avec une mère qui a l'intention de nourrir avec du lait commercial. Donc, différents niveaux. Pour vérifier le savoir, on a fait le choix dans l'équipe de faire des questions à choix multiples. Chaque indicateur de performance a au moins une question à choix multiples. Alors, je vais être obligée de changer de pile. Alors, les questions de la trousse, entre autres, des exemples. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'allaitement exclusif, laquelle est correcte? Donc, l'indicateur de performance 29, vous choisissez. Ça, j'ai juste besoin de le savoir parce qu'on me dit laquelle est correcte, donc je l'identifie. Mais si j'arrive, après une évaluation, une gestion adéquate de l'allaitement, laquelle des situations suivantes, c'est une indication médicale, j'ai juste besoin de le savoir. Alors, c'est mon indicateur de performance 48. Ce qui arrive après, c'est j'ai aussi un fichier en ligne qui a questions et réponses. Alors, les réponses sont là et pourquoi c'est la bonne réponse? Donc, je reprends les mêmes et j'ai noirci. C'était ça la bonne réponse et pourquoi c'était la bonne réponse? Même chose pour celui-là. Si on arrive ensuite pour savoir et savoir-faire, on peut évaluer en individuel, en petits groupes monodisciplinaires ou multidisciplinaires, interdisciplinaires.
Et là, on a fait des histoires de cas. Par exemple, un bébé qui est en pleurs, tu sais, des affaires qu'en postnatal, tout le monde connaît. Un bébé qui est en pleurs, la maman va avoir un supplément. Alors, on a Myriam, qui est une mère pour la première fois. Elle a donné naissance à un garçon, à terme, en santé, voie vaginale. Tout est parfait. Il a été allaité dès la salle de naissance, dans l'heure qui a suivi. Il est resté dans la même salle que sa mère après la naissance. Il a tété pendant 5 à 10 minutes, toutes les 2-3 heures, puis il se rendormait très bien après. Là, ce soir, ça ne marche plus. Quand sa mère a essayé de l'allaiter, longtemps, elle a essayé de le remettre au berceau pour dormir un peu. Il pleure sa vie. Alors, elle veut avoir un supplément. Le bébé a uriné une fois, puis il a évacué le méconium depuis sa naissance. Alors, on met aussi le contexte, les données de base, la préoccupation de la mère. Suite à ça, il y a des questions. Qu'est-ce que vous feriez pour engager le dialogue avec cette mère-là? Ça touche des indicateurs de performance. Je suis supposée faire ça. Ensuite, il n'y a pas de grille d'observation spécifique pour l'exclusivité comme telle, mais parce que pour cette compétence-là, c'est beaucoup de savoir plutôt que de savoir-être, savoir-faire. Mais pour évaluer vraiment les deux qu'on a besoin d'évaluer, on peut prendre la grille 3 qui a été développée pour l'indicateur 29 et on peut prendre la grille 7 pour l'indicateur 51. Ça donne quelque chose comme ça. La grille d'observation 3 pour notre 29, observer et encourager les mères à maintenir un allaitement confortable, suffisant et efficace. On vérifie tous les éléments qu'il y a dans la grille et on coche. Oui, j'ai vu que ça a été fait correctement. Non, ça n'a pas été fait correctement. Je ne suis pas sûre si j'ai observé la bonne affaire, il faudra que je revienne et ça ne s'applique pas ici. Et là, ensuite, on utilise les compétences fondamentales, donc les compétences de donner confiance à la mère, puis discuter avec elle pour ouvertement. Et on arrive avec discuter avec une mère au moins 3 raisons pour lesquelles l'allaitement exclusif est important. Je ne vous ai pas mis la liste, mais on fait pour le bébé, il y a une liste attendue. Pour la mère, il y a une liste attendue. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Pas sûr, et je mets mes observations. Même chose avec l'autre, la grille 7, aider les mères qui n'allaitent pas de façon exclusive. C'est ici que je retrouve mon 51. Même grille d'évaluation, encore les mêmes compétences fondamentales de l'interaction. Et là, engager une conversation avec une mère, qu'est-ce que je suis supposée faire? Ça, c'est comment on l'utilise. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise ça? On a plusieurs exemples pour ici chez nous. En milieu clinique, j'ai un nouveau professionnel qui rentre sur l'unité ou dans l'équipe de soins. Je veux savoir ce qu'il sait, c'est quoi ses compétences, puis comment je vais pouvoir l'aider à arriver au niveau de notre équipe à nous. Même chose, un professionnel qui revient d'un long congé, un congé de maternité, de maladie. Au retour, on a fait des changements, on est supposé toujours s'améliorer. On veut savoir il est où par rapport à notre équipe. En formation continue, on peut décider, par exemple, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la condition 4 lors d'une césarienne. Alors, j'ai besoin de voir ce groupe-là et de dire, OK, je vais utiliser la trousse pour savoir où ils sont, puis qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer. On peut aussi, quand on a des cercles de qualité ou de gestion des risques, ça dépend comment vous appelez ça, en évaluation de la qualité, on décide que notre programme, les prochains 6 mois, c'est ça qu'on va regarder en particulier. Par exemple, quand est-ce qu'il y a des suppléments qui sont donnés, je veux savoir qui donne les suppléments, pourquoi le supplément a été donné, est-ce qu'il y avait une raison médicale? On peut aller voir, est-ce que les gens ont les compétences pour faire ça? Et là, on peut changer les choses avec l'équipe. On peut utiliser les 10 conditions comme on peut utiliser les domaines. Si je me prépare pour une évaluation IAB, je veux être sûre qu'avant qu'ils viennent en préévaluation, que j'ai fait le tour des compétences de mon équipe. Alors, le mieux, c'est de dire, je vais leur faire passer plein de questions à choix multiples, puis je vais voir des histoires de cas, je vais les observer pour être le plus sûr possible que je vais passer l'évaluation. C'est le plus facile qu'on a déterminé comme équipe, c'est faites d'abord les questions. Hey, si toute votre équipe est capable de répondre aux questions, c'est quoi le problème? Alors, je ne le fais pas. Mais s'il y a des trous déjà au niveau des compétences cognitives, bien, c'est sûr que si je ne le sais pas, je ne suis pas capable de le mettre en place. Alors, si je ne suis pas capable de le mettre en place, bien, à place de revenir faire de l'observation qui prend beaucoup plus de temps, c'est plus facile d'aller en ligne et de dire
fais ce test-là pour moi, s'il vous plaît. On va regarder et on va te renvoyer là où tu as besoin de revoir tes propres compétences. Et ensuite, ben, on ne revient pas aux questions parce que je vais savoir par cœur. Alors, je m'en vais sur des études de cas. Si tu es capable de me résoudre une étude de cas en groupe ou individuel, ça veut dire que tu as au moins au niveau cognitif. L'observation des KSA, il n'y en a pas beaucoup des KSA, mais celles qu'il y a, on a besoin de les voir, savoir faire, savoir-être. On peut s'en servir aussi pour la mise à jour des outils d'évaluation au Québec ou partout ailleurs. À ma connaissance, il y a des pays qui ont déjà commencé à se servir de la mise en œuvre et de la trousse pour mettre à jour leurs outils d'évaluation. Au Canada, aux États-Unis, ils sont presque prêts. En Italie, qui nous ressemble beaucoup parce que c'est IAB. En France, en Belgique, en Norvège, alors, ils ont déjà commencé à se servir de la trousse pour mettre à jour leurs outils d'évaluation. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas un pays qui est flush dessus avec la trousse là, pour le moment. On espère que ça va. En formation initiale, pour tous ceux de vous autres qui sont en formation initiale, comme base de programme en périnatalité, en allaitement, parce que c'est l'ensemble des pratiques périnatales qui conduisent à l'allaitement. Ça dépend du type de professionnel. Comme base de différents cours en périnatalité puis en allaitement. Comme évaluation théorique, hey, mes questions sont déjà toutes faites. Des laboratoires de simulation, même affaire. Mes histoires de cas sont toutes faites. Hey, profitez-en, vous n'êtes pas obligé de les développer. Puis, pendant un stage, j'ai toutes les grilles d'observation. Mes outils de stage sont déjà faits. Il y a certains professeurs qui ont débuté la mise à jour de leurs cours sur l'allaitement, entre autres pour les infirmières et les sages-femmes. Entre autres, certaines d'entre vous ont bien connu Marianne Brophy, qui était une des premières maîtres évaluatrices IAB au Canada et qui est maintenant supposément comme moi à la retraite, c'est-à-dire qu'elle enseigne aux infirmières et aux sages-femmes tout ce qui a trait à l'IHAB, à l'IAB et à l'allaitement. Alors, elle avait déjà son cours en termes de 10 conditions et est en train, depuis l'année passée, ça fait déjà 1 an, elle l'a mis à jour selon la trousse dès que la trousse a été publiée. Au niveau des ordres professionnels, comment je peux me servir de ça? Les compétences minimales identifiées constituent la base pour assurer la protection du public. Le travail de l'ordre professionnel, c'est d'assurer la protection du public. Si les compétences minimales ont été identifiées, il faut qu'on puisse dire, bien, on a les compétences minimales dans nos milieux au niveau périnatal ou en intervention en allaitement. J'ai été assez longtemps sur le comité des questions d'examen d'entrée en pratique à l'ordre pour savoir qu'on peut développer des questions d'examen avec ce type d'outils-là pour l'examen d'entrée en pratique professionnelle et on peut le faire dans tous les autres ordres professionnels aussi, selon les conditions ou selon le domaine périnatal. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je veux juste savoir comment on peut implanter cette trousse-là au Québec, en milieu clinique, en milieu éducatif, puis au milieu des ordres professionnels. Et là, je laisse la place à Isabelle qui va mener la discussion là-dessus. Je vous remercie. Merci Louise infiniment pour cette présentation-là. Donc, je pense que tout le monde comprend qu'on est privilégié de l'avoir dans les premiers au Québec en français. Donc, je veux souligner tout le travail qui a été fait parce la présentation, elle était vraiment faite pour mesure et tout traduit en français. Donc, quand les outils ne sont pas encore disponibles, donc de choisir les termes, il y a peut-être des petites choses qui vont changer, mais on le comprend très bien. Donc, c'est vraiment très précieux. Donc, puis surtout que la terminologie en allaitement, elle est très spécifique. Donc, pour avoir les documents, donc je comprends bien là, les défis là, de l'utilisation. Donc, merci infiniment pour tout ce travail. Je vous invite à poser vos questions dans la partie là, questions et réponses que Raphaël nous a montré là, dans le bas. Il y en a quelques-unes qui ont déjà circulé. Donc, je vais peut-être prendre la première. Dans le fond, il y avait beaucoup d'intérêt pour la formation nationale. On vous a mis une adresse pour diriger vos questions, mais comme il y a une question qui revient partout, donc au plus que 5 fois, dans le fond, on demande est-ce qu'elle va être disponible, par exemple, dans les milieux d'enseignement. Évidemment, ceux qui sont dans le réseau comprennent qu'il y a tout un environnement
qui s'appelle l'environnement numérique d'apprentissage qui est disponible dans le réseau. Donc, ce n'est pas un environnement qui est accessible aux gens à l'extérieur du réseau. C'est un des défis actuellement qu'on a. Donc, si vous avez, parce qu'il y a des professeurs qui sont aussi dans le réseau, donc ces personnes-là vont y avoir et on travaille à voir si c'est possible de la rendre plus accessible. Et comme Raphaël l'a dit, elle est sur le site du MAC. Donc, vous pouvez trouver l'accès, mais on ne peut pas la disséminer, par exemple. Donc, c'est un peu le défi Et moi, donc, comme je suis un petit peu dans le milieu de la santé et de l'enseignement, je suis aussi une personne qui voit le potentiel d'avoir une formation commune pour tout le monde, étant donné que l'harmonisation des messages entre les disciplines est un défi. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Raphaël, tu avais un point? Oui, je voudrais juste préciser que pour les personnes qui sont hors réseau, mais qui sont déjà des professionnels qui sont en pratique, et y compris pour les bénévoles, pour les intervenants dans les organismes communautaires, c'est accessible et vous retrouvez le lien sur le site web du MAC. La seule catégorie pour laquelle c'est pas accessible, c'est les étudiants. Et on travaille là-dessus avec le MAC et le MSSS pour trouver une solution pour aménager. Là, c'est juste que la plateforme a été conçue pour la formation continue et non pour la formation initiale. C'est là où on vogue un peu, mais on est confiant qu'on va trouver une solution. Mais tant qu'à travailler là-dessus, ce serait intéressant de pouvoir la disséminer. Il y a tellement peu de choses en français que moi, j'ai des collègues qui vont me poser la même question quand ils vont voir ma présentation, puis que ça va être écrit Québec, ils vont dire « Hein, vous avez une formation nationale, peux-tu la voir? » Parce qu'on n'est pas beaucoup, hein? C'est Luxembourg, Belgique, France, un peu de la Suisse et l'Afrique francophone. Fait que quand il y a des choses en français, fait que tant qu'à travailler ça, je te suggère de travailler aussi l'ouverture plus grande. Mais Puis je souligne qu'on est encore en contexte de pandémie. Évidemment, le COVID-19, c'est un défi à l'interne aussi. Donc, tout le monde comprend bien, on est tous affectés par ça, mais c'est sûr qu'on voit le potentiel et on y travaille. Donc, une question pour toi, Louise, que je trouve intéressante. Dans le fond, la formation en personne était d'une durée de 18 heures par le passé. Donc, est-ce que le contenu peut être couvert 7 heures en ligne? Parce que, dans le fond, l'OMS semble recommander un minimum de 20 heures, 21 heures. Donc, tu as parlé du changement de paradigme. Je te laisse. Oui, parce que l'OMS ne demande plus aucune formation. Avant, il y avait une formation spécifique, c'était le 20 heures. Oui, la formation est là, elle a été révisée, c'était 22 heures, mais il ne demande pas de formation spécifique. Il demande qu'on vérifie les compétences des gens. Et si les gens n'ont pas les compétences, là, tu les envoies. Alors, chez nous, on a quelque chose en français, je les enverrai aux 7 heures pour commencer. Il y a aussi un 7 heures en ligne en anglais sur le code, qui est vraiment sur le site de l'OMS, uniquement sur le code. Puis, si tu as besoin, tu vas faire la formation internationale de 20 heures, 22 heures. Mais le changement de paradigme, il est là. On ne demande plus un curriculum spécifique, on ne demande plus un nombre d'heures, on demande à ce que les milieux vérifient les compétences de leur monde parce qu'ils sont responsables de ça au niveau de la protection du public. Si je peux juste intervenir au niveau international, quelque chose que vous aviez présenté que je trouvais intéressant parce qu'il n'y a personne qui aime être évalué. Donc, moi, en première, donc c'est toujours vu négativement quand on fait l'évaluation des compétences. On se dit, mon Dieu, est-ce que je l'ai? Mais c'était intéressant de voir que cet outil-là peut être utilisé vraiment ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour se former entre nous, voir parce qu'on a vraiment une complémentarité dont Louise a parlé importante. C'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour d'autres choses, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'équipe a une bonne connaissance ensemble, toute une continuité, une coordination relationnelle, on pourrait mettre des mots. Une coordination de messages. Si je suis la maman, je me fais dire quelque chose de différent entre l'infirmière sur l'unité, l'infirmière de postnatal, mon médecin me dit une affaire différente, j'arrive chez Akiro, elle me dit d'autres choses. Qui j'écoute? Ben, je vais écouter ma mère. Puis si ma mère n'a pas allaité, elle va me suggérer des biberons. Alors, tu sais, il y a ça, c'est ça notre problème de formation initiale, c'est qu'on y va par notre expérience personnelle plutôt que d'y aller par la science. C'est clair, c'est tellement recherché l'allaitement que ça en est ridicule. On ferait quelque chose en médecine-chirurgie avec à peu près le quart des recherches qu'il y a en allaitement et ça passerait comme ça. Ben, pourquoi en allaitement, ça ne passe pas? Il y a beaucoup de compagnies qui sont en arrière de ça, qui vont nous faire croire le contraire. Ça, c'est un des éléments. Mais il y a aussi qu'entre nous, ben, on n'a même pas la base. Fait que si on avait la base, on aurait au moins les mêmes messages de base. Et si j'ai besoin de quelqu'un qui est plus connaissante au niveau clinique, parce que là,
c'est un cas, j'ai un problème, ben si j'ai des expertes en allaitement, si j'ai des IBCLC sur mon département, j'ai un problème, viens me voir, là, ça ne marche plus, c'est plus ma base. Là. Mais au moins, la base, on aurait toute la même chose. Mais là, j'arrête là parce que ça ne sera pas long que je vais prendre tout le plancher. Non, mais c'est parfait, Louise, parce qu'on veut focusser vraiment sur cet outil-là. Dans le fond, nous, on mettait la table, Véronique et moi, mais il y a d'autres choses, évidemment. On est tous des passionnés, puis on essaie de travailler ensemble pour harmoniser aussi nos outils. Il y en a une question qui est par rapport aux outils, justement. Donc, dans quelle mesure pouvons-nous imaginer utiliser certains outils de la trousse pour la formation et l'accompagnement des bénévoles des organismes de soutien en allaitement? Donc, peut-être je lance cette question-là pour toi, Louise. On pourrait, parce que je vais vous dire, c'est dommage, parce que chez nous, la formation, en tout cas à Nourrilet, la formation de nos bénévoles en allaitement est plus élevée que tout ce qu'on peut avoir au niveau médecine, infirmière et tout ça. Ce qui n'est pas normal, mais je veux dire, oui, vous pouvez l'utiliser certainement. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'avoir des attentes, comme on a des attentes au niveau des professionnels de la santé. La trousse, c'est des attentes minimales pour les professionnels de la santé. Tant mieux si on peut s'en servir en communautaire avec les groupes. Chez nous, c'est sûr que ça va commencer déjà là. Mais la formation est vraiment très élevée. Les mamans, ils en mangent dans notre groupe d'entraide dans l'allaitement chez nous. Je ne peux pas dire ailleurs, mais chez nous, oui. Parfait. Merci beaucoup. Une autre question qui est au niveau des médecins. Donc, est-ce que des stratégies ont été élaborées pour encourager les médecins à faire cette formation? Donc, je vous dirais que plusieurs choses ont été faites. Dans le fond, puis Véronique, vous parlez peut-être des crédits. Tu en as mentionné. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots par rapport à ça, puis je pourrais compléter avec d'autres actions prises par rapport à ça ou à apprendre aussi. Ben oui, en fait, nous, notre souhait, c'était vraiment que ce soit justement par l'accessibilité, parce qu'on sait que les médecins sont bien occupés. On avait vraiment le souhait avec l'accessibilité en ligne qu'il y ait plus de médecins qui puissent la suivre, parce que c'était difficile pour eux de se déplacer une journée ou 3 jours, tu sais, dans le passé. C'est pour ça aussi que le Collège des médecins a été demandé, puis aussi le Collège royal. Dans le fond, c'est vraiment, puis comme je disais, dans le type de crédit qu'on a demandé, on a vraiment, vraiment fait un effort pour aller chercher le type de crédit le plus difficile à obtenir, puis celui qui a le moins de formation là, pour que ce soit encore plus alléchant. Maintenant aussi, comme nous à Montréal, je sais qu'il y a des médecins qui voulaient voir s'ils pouvaient faire des grands grounds, là, faire de la formation. Oui. Donc, il y a des adaptations là, qui pourraient certainement être faites, puis qui pourraient permettre le crédit. Puis, dans le fond, je vous invite à le proposer aussi à l'adresse qu'on a donnée, mais ça va être des choses qu'on va regarder dans le futur. Et s'ils veulent faire des grand rounds, ils peuvent prendre les histoires de cas qui sont déjà là avec les réponses, puis tout. Je te dirais pour les infirmières aussi, je ne sais pas pour les autres professionnels de la santé, mais comme infirmière, on est obligé d'avoir des heures de formation continue pour renouveler notre permis pratique. Fait que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est chez vous, là, tu le fais à l'heure que tu veux. Et ce qui a été bien pensé, c'est de dire, ben, j'ai pas eu le temps de faire mes 7 heures d'affilée, fait que je suis capable de revenir où j'étais rendue. Fait que c'est vraiment quelque chose de le fun aussi. Donc, parfait. Puis, en fait, peut-être juste ajouter, dans le fond, je pense que l'idée aussi, c'était de partager toutes ces informations-là avec vous parce que vous pouvez devenir des agents multiplicateurs ou de disséminateurs, si on veut, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui est au courant. Évidemment, il y a des lettres qui sont en cours d'être envoyées dans le réseau. À cause le contexte de la pandémie, bien évidemment, c'est un petit peu plus lent que prévu. Mais il y a une liste très exhaustive d'ordre professionnel, par exemple, les établissements d'enseignement aussi, mais en fait, plus les ordres professionnels et différents acteurs dans le réseau qui vont pouvoir avoir accès, si on veut, à cette formation et l'utiliser. Mais on encourage évidemment toutes les initiatives où est-ce que vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Ensuite, il y a le groupe stratégique pour la formation en allaitement des professionnels de la santé où on est en lien avec nos autres professions. Donc, ça peut aussi aider à harmoniser les pratiques. Donc, maintenant, si je passe à une autre question. Donc, est-ce que vous avez des suggestions pour encourager les médecins à faire de la formation nationale
autre que les crédits. Donc, je pense qu'on vient juste de donner des idées. Donc, ça peut être aussi de certains groupes. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées qui peuvent être circulées par rapport à ça. Mais je te dirais que ce soit les médecins ou que ce soit les sages-femmes, les infirmières, nutritionnistes, n'importe qui, je pense qu'il faut trouver dans son établissement un porteur de dossier, quelqu'un qui n'est pas nécessairement en charge, mais qui est un leader informel. Tu sais, en anglais, on dit plus le grapeviner, celui que tu vas aller voir si tu as besoin de critiquer quelque chose, là, tu sais, celui qui va porter le dossier et qui va dire, ben oui, c'est une bonne idée, ça, on pourrait faire ça ensemble. Si tu as une équipe, que ce soit de médecins ou d'infirmières ou n'importe quel type qui ne veut pas rien savoir, c'est plus difficile. Il faut vraiment, j'ai appris avec le temps que un médecin il a besoin de se faire parler par un médecin, une infirmière par une infirmière, une sage-femme par une sage-femme. On est nono de même, là, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme plutôt que de travailler en équipe et de prendre une fierté à dire « Hey, notre équipe est forte, on a des soins qui sont à jour et on est compétent comme équipe », on est encore en silo, malheureusement. Je vois aux États-Unis plus de progrès, probablement, parce que les autres, là, sont tous au privé. Alors là, c'est la compétition entre les hôpitaux, parce que j'ai le choix d'aller payer là ou d'aller payer là, tandis que nous autres, on est comme pris dans un système public, comme beaucoup d'endroits au monde, et on travaille encore en silo. Ça ne nous aide pas à dire on va donner les meilleurs soins possibles en équipe. Et c'est pour ça que, de mon expérience, moi, c'est de trouver quelqu'un qui va vous porter le dossier auprès des siens. Là, okay? Le médecin qui va parler au médecin, l'infirmière à l'infirmière, le sage-femme à sage-femme, pour dire il faudrait quand même se mettre à jour. Là, regarde, c'est les compétences minimales, on va te voir qu'est-ce qu'on a l'air entre nous autres. Et il y a certains groupes de médecins qui font ça, et moi, je l'ai vu en faisant des évaluations IAB. Une place, entre autres, dont je vais me souvenir que ça fait, je pense, 15 ans que je suis allée au moins, où les médecins ne voulaient pas que je les interviewe. Il n'y avait rien à faire là-dedans, eux autres. Ben oui, mais oui, tu es tout en postnatal. Et j'ai dit, mais de quoi vous avez peur? On n'a pas peur. On est compétent, puis on le sait. Ben laissez-moi aller voir si vous répondez aux besoins de l'équipe. L'équipe la plus soudée, la plus claire, mais par expérience personnelle, parce que là-dedans, tu avais des nouveaux papas, des nouvelles mamans qui avaient allaité, qui avaient eu des difficultés, qui connaissaient toutes les ressources communautaires et qui avaient très peu fait de formation, mais entre eux autres, oui. Alors, tu sais, c'est pour ça, je pense que ça vient la trousse de vérification des compétences par rapport à la formation de base. Eux autres, ils avaient eu 0 formation de base à part leur cours de médecine, sauf que c'est leur expérience personnelle comme équipe qui se tenait beaucoup et qui était prête à aider les mamans allaitantes parce que certains d'entre eux avaient eu ces problèmes-là personnels. Donc, ils connaissaient tout ce qui existait dans leur région. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention de dire ils n'ont pas eu de formation, ils ne savent rien. Peut-être pas, mais il faut aller les chercher sur l'importance de se tenir compétent. Mais c'est qui va faire ça? C'est vous autres qui connaissez vos milieux. Il n'y a pas de miracle là-dessus. S'il y en avait un, on l'aurait tout appliqué. Mm-hmm. Et vous dites médecin, mais moi, je vous dirais n'importe quel type de professionnel, on est comme ça. Mm-hmm. Merci beaucoup, Louise. Donc, je vais céder la parole à Raphaël. Je pense qu'il y avait une question aussi à poser. Vas-y, Raphaël. Oui, j'ai vu dans la présentation, on parlait beaucoup que c'était important de dire à la mère l'importance de l'allaitement exclusif et tout ça, mais quelle attitude avoir, et puisque c'est pris en considération dans l'outil d'évaluation, si la mère dit « Moi, j'ai décidé de ne pas allaiter » ou « J'ai décidé de faire de l'allaitement mixte », il n'y a pas de raison médicale, mais ça vient vraiment de la mère. Comment arriver à lui parler quand même de l'importance de l'allaitement sans rentrer dans le jugement de sa décision? Exact. Tu as des compétences à vérifier au niveau des compétences de base en communication au départ. Et partout dans l'outil, on a mis l'accent très clair sur c'est la mère qui décide. Elle ne choisit pas, parce que tu ne peux pas choisir entre 2 affaires qui ne sont pas pareilles, l'allaitement puis d'autres choses, ce n'est pas pareil, mais elle peut décider en toute connaissance de cause. Et ça ressort partout que c'est la mère qui doit décider. Et moi, mon travail comme professionnel, c'est d'aller voir, peux-tu comprendre, étant donné que tout le monde vous a parlé d'allaitement, que vous avez dit, qu'est-ce qui vous fait choisir ou décider de ne pas allaiter? J'aimerais juste ça comprendre. Mais il y a plein d'indicateurs là-dessus qui vont dire, OK, vous avez pris votre décision, vous savez, effectivement, et pour vous, c'est plus important ça,
Maintenant, qu'est-ce que vous prévoyez de donner à votre enfant? À quel niveau vous voulez le donner? Est-ce que vous savez comment reconstituer une formule? Est-ce que vous savez les dangers des formules en poudre, par exemple? Dès que tu t'assures que la mère, ce n'est pas sa mère qui a décidé pour elle ou son chum qui a décidé pour elle, mais qu'elle sait, à ce moment-là, elle a fait sa propre décision à elle, c'est sa décision, ben moi, ma responsabilité, c'est je switch. Automatiquement, je deviens OK, comment je peux vous aider selon votre décision? Mais ma responsabilité comme professionnelle, c'est pas de dire OK, bon, c'est correct, c'est d'aller voir c'est quoi qui l'a fait décider ça. Parce qu'il y a des fois, ça va être le mari, la mère, la belle-mère, la pression du milieu plutôt qu'elle. Et moi, je ne veux pas être responsable d'une décision qui n'est pas éclairée. Parce que je ne voudrais pas que cette mère-là m'arrive dans 5 ans puis de me dire si tu me l'avais dit, là, si je l'avais su, là, j'aurais allaité. Parce que j'ai eu tellement de complications, etc. Alors, ça fait partie de ça. Je vais vérifier avec elle ce qu'elle connaît et d'où ça vient, cette décision-là. C'est sa décision, c'est ça. C'est à moi maintenant à me conformer à sa décision et de la soutenir là-dedans. Surtout qu'on sait qu'en gros général, les femmes qui optent pour les formules commerciales exclusivement, ce sont nos familles plus vulnérables. Très souvent. Parce que plus j'en connais, plus j'en sais, plus je suis d'un milieu, et ça c'est clair, c'est documenté, d'un milieu socio-économique plus favorisé, je suis en couple, je suis blanche, je n'ai pas de problème du tout. Tu sais, c'est vraiment documenté comme ça dans la littérature claire. Donc, il faut que je vois que c'est ma clientèle vulnérable. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la littérature là-dessus. Merci. Excellent. Merci. Une question très importante. Une autre, dans le fond, qui est intéressante parce que l'outil, dans le fond, il y a de l'intérêt à ce que je peux voir, c'est sûr et certain. On demande, quelqu'un qui dit qu'il est en soins infirmiers dans un programme, est-ce qu'il y a déjà un intérêt de la part de Louise pour le tester? J'aimerais entendre parler parce que je sais que Louise, il y avait aussi de le tester auprès dans le système de santé. Donc, est-ce qu'il était testé ailleurs ou est-ce qu'il y a des idées de projets pilotes ou est-ce que ça peut être testé? Donc, quelques mots par rapport à ça. Moi, je peux donner un coup de main, mais j'ai 71 ans, OK? Je suis supposée être à la retraite depuis 11 ans. Alors, je ne ferai pas de projet de recherche, mais je peux donner un coup de main, c'est sûr, sur la compréhension de l'outil, sur comment le monter, puis tout ça, mais je veux dire, je n'en ferai pas partie. C'est clair pour moi. J'ai une responsabilité avec mon équipe de dissémination de l'outil. Les gens, il y a déjà comme des gens dans l'Ouest canadien qui m'ont demandé oui, mais ça veut dire quoi? Comment tu veux comprendre ça comme ça? Tu vois tout ça dans tel programme, mais c'est plus parce que j'ai été prof d'université et j'ai été chercheur qui sont venus me chercher là-dessus. Oui, moi, donner mon avis, celles qui me connaissent le savent, regarde, je vais toujours être là, mais c'est la passion, ça ne s'enlève pas, malgré l'âge. Mais je ne veux pas embarquer dans un projet de recherche. Plus jamais. Alors, à ma connaissance, il n'y a rien qui se fait actuellement, sauf Élise en Italie avec, il y a un médecin et une sage-femme, parce que les autres, ils n'ont pas d'infirmière, c'est infirmière et sage-femme, infirmière, sage-femme et un médecin qui sont en train de le tester dans une clinique privée. Alors, mais ça, c'est différent, là, mais pour le restant, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas personne qui teste officiellement. Fait que si vous voulez commencer, super, on va vous aider, mais pas plus. Merci beaucoup, encore une fois. Dans le fond, une autre question qui est, je trouve, une suggestion assez intéressante. Donc, c'est une IBCLC qui parle, qui reçoit des médecins en clinique d'allaitement, donc 4 heures. Est-ce que ce serait pertinent qu'il y ait cette formation avant de venir? Tout à fait. Et si, en tout cas, moi, je réponds tout de suite. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense que ça peut être une bonne façon, justement, de dire, ben, faites là, puis après, vous allez pouvoir avoir plus de questions, par exemple, mais d'un encouragement. Donc, d'une certaine façon, je pense que c'est une idée brillante que les autres peuvent peut-être aussi suggérer. Chez nous, à la clinique de médecine familiale, c'était les infirmières praticiennes qui formaient les résidents en médecine familiale de McGill qui venaient chez nous. Là, je vous dirais, depuis 2-3 ans, la pandémie aidant, la folie furieuse de la fusion méga, nous, on a un établissement de santé dans toute la région 07, fait que
On est plus en train d'essayer de s'organiser que de continuer les choses qui étaient là. Mais depuis très longtemps, ça avait commencé que c'était la clinicienne en périnatalité qui allait former et on avait 6 heures en allaitement pour les résidents en médecine familiale. Et là, après, c'est nos praticiennes qui travaillaient physiquement à la clinique de médecine familiale qui faisaient la formation. Alors oui, bien sûr, écoute, ça serait superbe que de dire ça, oui, tu sais, en clinique d'allaitement, à formation des résidents, à formation des internes, si vous êtes dans des gros hôpitaux, regarde, ça va pousser les médecins. Puis j'ajouterais que, dans le fond, le fait qu'elle soit en ligne, ça offre un avantage parce que, dans le fond, les médecins peuvent suivre la formation, puis vous pouvez maintenir le 6 heures, comme dans l'exemple de la clinique. Puis là, vous focussez vraiment sur la pratique. Puis déjà, il y a une base sur des messages, puis on approfondit encore plus la pratique, le clinique. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment une belle combinaison. Donc, dans le fond, que ça soit, oui, effectivement, tout le monde, à mon avis, devrait suivre la formation avant parce que ce sont les bases. Puis il y a quand même beaucoup de connaissances, beaucoup de contenu. Puis après, on les renforce en équipe clinique. Puis on continue. C'est ça. Excellent. Donc, maintenant, je vais inviter, dans le fond, on est en webinaire, c'est un petit peu plus complexe de gestion pour avoir des questions de votre part. Donc, comme c'est enregistré, bien évidemment, vous allez être enregistré si c'est correct avec vous. Et Raphaël va pouvoir vous donner accès. Donc, on a déjà une main élevée. Vous avez juste à lever la main pour pouvoir vous donner accès. Donc, la question est de Mirabelle Lavoie. On vous écoute. Bonjour Louise. Moi, personnellement, j'ai pas de. Je suis sage-femme dans les Laurentides. Oui, j'ai pas de. Ouais, mais on n'est pas toute seule. Non. Je voulais juste. Est-ce que dans la trousse, il y a des trucs pour. Parce qu'il y a encore beaucoup de craintes, même chez mes consoeurs, sur la culpabilisation des mères qui font effectivement ce choix-là. Puis moi, en pratique, je sais que je fais exactement la démarche que tu as décrite. Là. Vous choisissez ce que vous voulez tant que vous connaissez les risques et les aboutissants. C'est votre bébé, votre famille, et vous êtes les mieux à même de décider ce qui est le plus pertinent pour vous, pour toutes sortes de raisons qui ne m'appartiennent pas. Mais des fois, elles ne veulent pas partager le pourquoi. Puis c'est sûr que quand on ne sait pas le pourquoi, c'est plus compliqué à dénouer les fils. Puis je suis parfaitement consciente que la clientèle sage-femme, même si elle s'est beaucoup élargie, reste une clientèle un peu privilégiée, là. Fait que je me demandais si tu avais des façons de faire. Dans le fond, il y a 2 questions. Là. La question de la fameuse culpabilité, comment on ne va pas là. Puis, tu sais, je partage mon expérience, mais... Oui, qu'on ne va pas là. Je pense que ça dépend du lien qu'on établit avec la femme. Surtout, vous autres, vous avez la chance de le faire en individuel, beaucoup, là, tu sais. Je pense que ce qui est important dans la trousse, c'est on l'a vraiment centré sur la décision éclairée de la mère et sur l'importance d'avoir une équipe qui a des messages égaux. Je peux le dire dans des termes différents, mais j'ai tout le temps dans le même sens mes messages. Et c'est la force de l'équipe qui est importante, mais c'est aussi comment je communique avec la mère. Tu sais, si tu regardes la trousse dans les essential competencies, là, qu'on dit, c'est vraiment la communication de base, tu sais, de se mettre à son niveau, de prendre le temps, de la regarder, de l'entendre, d'écouter ce qu'elle dit. Si elle ne veut pas partager avec toi d'où que ça vient, de dire, écoute, moi, Louise Dumas, comment moi je gérais, c'est beaucoup. Écoute, j'ai besoin de savoir parce qu'il y a tellement de choses sur la supériorité de l'allaitement que les mamans ou les femmes qui font un choix différent, ça m'interpelle toujours. Et j'aime ça comprendre. J'aimerais ça que tu me l'expliques. Puis si elle me dit, non, je n'ai pas le goût, j'ai fait la décision, je vais, OK. Dans ce cas-là, c'est ta décision. Si tu ne veux pas me l'expliquer, c'est correct avec toi. Et là, je vire de bord. Et là, je fais, OK, qu'est-ce que tu sais sur l'alimentation au biberon? Parce que souvent, ce qui arrive de mon expérience à moi, c'est, tu sais, le biberon, je suis capable de le mettre aux 4 heures, puis il y a quelqu'un d'autre qui est capable de le donner. Et ça, pour moi, il faut défaire les mythes. Parce que tu ne le donnes pas aux 4 heures, le biberon. C'est clair que peu importe comment tu nourris ton enfant, c'est à la demande selon ses signaux. Et ça, dans la trousse, ça revient aussi. Fait que, tu sais, il y a des mythes comme ça à défaire. C'est sûr que tu peux avoir quelqu'un d'autre qui va le donner si tu n'es pas là. Sauf que
C'est plus en termes de communication et en termes de qui je suis comme personne pour te dire quoi faire. Je suis capable de partager avec toi mon expérience, je suis capable de partager ce que je sais, mais toi, tu as une connaissance haute de ta vie que moi, je n'ai pas. Fait que c'est comme comment on se rencontre entre les deux. Puis ça, tu sais, Mirabelle, c'est pas donné, c'est une pratique de tout le temps. Puis plus on vieillit, en tout cas, où on est d'un bord ou de l'autre, là, où tu deviens très jugement, ou ben non, c'est le contraire, tu dis, garde, moi, je suis là pour essayer de te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu veux comme coup de main? Tu sais, Bon, comme je dis toujours sur les... Mais merci beaucoup, ça m'éclaire. Après ça, comment je le transmets à mes collègues, c'est un autre défi, mais c'est comme je dis toujours aux mères, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour le biberon de 2 heures du matin. Non, mais regarde comme il faut, par exemple, parce que tu vas voir les compétences essentielles de communication sont au début. Alors, il y a vraiment les compétences, on les a mis au début, comme Véronique a dit que c'était dans la formation nationale, pour justement, ça doit teinter toutes tes interventions. Alors, si tes compétences essentielles de communication, ils font défaut au départ, tu as un problème pour tout le reste. Mais pas juste en allaitement, on s'entend, pour d'autres choses aussi. Oui. Fait que, mais la trousse a été conçue centrée sur la mère. Et ça, on avait, je ne sais pas s'il y en a de vous autres qui connaissent Linda Smith, mais Linda est plus passionnée que moi encore, puis elle pousse encore plus que moi. Fait que des fois, quand on avait un terme qui ne faisait pas son affaire, on avait des grosses discussions longtemps. Chaque mot a été pesé. Et quand est arrivée la traduction, c'était ça mon casse-tête. Parce que moi, je suis une des auteurs. Fait que quand arrive la traduction, puis tu me traduis des mots, non, pas ça, pas tout qu'on voulait dire, là, c'est pas ce niveau-là. Fait que j'étais contente d'être là, même si c'était long. Puis, pour celles qui ne le savent pas, Linda est une fondatrice de l'IBLCE. Donc, on mentionne ça, moi, je ne savais pas. Donc, merci, Ghislaine, pour cette information. Il y a encore des questions qui continuent de rentrer, donc je vais en poser, mais je vous invite aussi ceux qui voudraient le faire directement, parce que aussi, Louise a aussi fait une question pour vous, dans savoir quelle utilisation est-ce que vous voyez à cette trousse dans vos milieux? Donc, on aimerait vous entendre. Oui, vas-y. Je voulais juste ajouter à Mirabelle aussi que dans la formation, là, je l'invite à aller à la formation parce que justement, on a une mise en situation comme ça où on aborde justement le dialogue puis comment en parler là, dans un allaitement mixte. Donc, on approfondit beaucoup cette approche-là, puis ça pourra peut-être te soutenir pour tes démarches, dans le fond, puis les réponses auprès des autres intervenants. Donc, je pense que la formation pourrait vraiment t'accompagner là-dedans. Oui. Dans la trousse aussi, il y a une histoire de cas centrée uniquement sur ça, fait que les deux se complètent très bien. Donc, en attendant, si vous levez vos mains, donc il y a une question qui est est-ce que les IBLC devraient suivre cette formation pour être en mesure de parler le même langage avec les consoeurs de travail? Donc, pour Louise. Bien, ce n'est pas une formation, là, c'est avoir cette vérification de compétences-là, oui. Pour moi, l'IBCLC, c'est la spécialiste du milieu, OK? C'est elle qui va résoudre mes problèmes, même si ça fait des années que je travaille en allaitement. Alors, pour moi, pour qu'on ait le même langage dans l'équipe, oui. Souvent, les IBCLC sont des infirmières, des médecins, des nutritionnistes en plus. Il y en a d'autres qui travaillent seuls. Chez nous, les 2 IBCLC les plus importantes travaillent au groupe d'entraide. Alors, c'est sûr qu'ils vont être intéressés à aller voir cette trousse-là pour savoir comment ils vont être. Alors, tu sais, ça dépend où est-ce que c'est, mais pour moi, peu importe où tu travailles, oui, tu sais, c'est le même principe pour tout le monde, le même langage, savoir qu'est-ce que je devrais m'attendre des professionnels de la santé, puis qu'est-ce que je devrais m'attendre comme IBCLC aussi, tu sais. Alors, pour moi, oui, c'est clair. Puis, dans le fond, j'ai peut-être pas posé la question à la bonne personne. Quand on dit cette formation, peut-être que c'était pour Véronique aussi. Donc, est-ce que les IBCLC devraient suivre la formation nationale? Peut-être que c'était la question, mais c'est pertinent. Oui. Moi, je pense que oui, puis je pense qu'on était plusieurs là, qui pensaient que oui, du fait que pour justement harmoniser les messages, de savoir un peu qu'est-ce que les autres intervenants vont avoir comme information, puis pour l'approche aussi, puis pour voir
avec les nouvelles normes aussi. C'est sûr que de s'informer ailleurs que la formation, mais je pense que ça peut être tout à fait pertinent pour les IBCLC pour vraiment différentes raisons. C'est sûr que vous êtes beaucoup plus avancé au niveau clinique et au niveau, peut-être le module 6, vous apprendrez pas parce que là, c'est vraiment les défis de l'allaitement, les problèmes. Donc, là, c'est certain que vos connaissances dépassent, mais sinon, pour voir qu'est-ce qui est fait, définitivement, je vous encourage à la suivre. Parfait. Donc, la question avait été posée. Là, je vérifiais s'il y avait des mains levées, s'il y en a qui pensent utiliser ou voir l'utilisation de la trousse dans vos milieux. Donc, je vois que Christiane Charret a levé sa main. Donc, on t'écoute, Christiane. Faut que tu enlèves ton micro. Oui. Christiane, tu parles dans le vide si tu parles parce que ton micro est fermé. OK, Louise, merci, je l'ouvre. Salut! Salut! Ben, en tout cas, bonjour à tout le monde. Premièrement, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé la formation en ligne, la formation nationale, juste pour mettre le contexte sur après comment je vois l'utilité des grilles de compétences. Et je trouve que j'aime beaucoup ce que les grilles de compétences apportent. Je trouve que ça complète la formation en ligne, qui, à mon avis, est essentielle, la formation de base en allaitement. Et ça complète dans le sens que moi, je suis une retraitée d'un établissement de santé, donc hôpital et CLSC. Et comment je m'en servirais de ces outils-là, en fait, ça serait le questionnaire en ligne, je le ferais faire une fois par année pour situer tout le monde, où est-ce que tu es rendu. Je me demandais, après, je vais poser ma question par rapport à ça. L'autre chose, les situations de cas, il y en a beaucoup dans la formation en ligne, puis il y en a dans ces grilles de compétences-là. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu fais des exercices moi j'appelle ça des activités de transfert, là, des activités de transfert des connaissances, c'est comme des ateliers, hein? Puis tu fais ça en multidisciplinaire, c'est une bonne façon d'apprendre et tu exposes un cas, tu peux même mettre ta théorie en dessous si tu veux avant, pas très long, après ça tu exposes ton cas, puis après ça les gens interagissent pour... c'est des mises en situation, puis les gens interagissent pour expliquer leurs réponses et tout. Puis, on fait un résumé à la fin, pour dire qu'est-ce qu'on a appris dans cet atelier-là. Nous, on le faisait beaucoup, là. C'est des ateliers, ça peut durer une demi-heure, chaque atelier, mais dans une journée de formation, ça fait quand même plusieurs ateliers. C'est intéressant. Puis, l'outil d'observation, je le verrais bien à chaque fois que tu as des nouvelles durant l'orientation. Et aussi, je dirais aux gens, oui, puis j'entraînerais celles qui font la formation parce que la formation, l'orientation des nouvelles dans l'équipe, idéalement, tu fais ça par jumelage, hein, c'est pas juste une journée. Si tu as, je ne sais pas moi, 10 jours d'orientation en postpartum, c'est beaucoup, là, c'est un exemple que je donne, parmi tout ce que tu as à enseigner à l'autre, à transmettre, tu as aussi l'allaitement maternel parce que c'est comme c'est une des principales activités en postpartum, hein, on s'entend? Ouais. Donc, que la personne en jumelage, souvent, il nous demandait des outils, puis ça, je trouve que ça tombe à point pour... dans le fond, évaluer, puis après ça, avec la personne, là, après ça, discuter des choses à améliorer, la référer à des ressources, on voit exactement qu'est-ce qu'elle a besoin. Alors, dans ce sens-là, moi, je trouve que ça vient apporter quelque chose d'intéressant. Puis, par rapport à l'orientation, par rapport à l'orientation, je trouve que ça serait intéressant, dès l'orientation, de dire aux nouvelles, écoute, on est là pour t'aider, là, je ne sais pas, moi, les 6 prochains mois, pour que, justement, d'emblée, ça rentre un petit peu dans la culture, qu'ensemble, on va aller dans la chambre avec toi pour évaluer. Parce que d'emblée, les professionnels, ils n'aiment vraiment pas se faire évaluer. C'est ça qui est drôle. On n'aime pas ça, personne. Les adultes, point. C'est pas.
Mais c'est bien accepté durant la période d'orientation, mais si durant la période d'orientation, tu l'offres comme une bouée, comme quelque chose, écoute, je ne te lâche pas après 10 jours, là, et, tu sais, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, nous, on le disait comme ça, là, mais c'était beaucoup par rapport aux accouchements, pas juste l'allaitement nécessairement, mais c'était mieux accepté après. C'était ça mon point. Merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai aimé les 2 présentations. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Christiane, pour les points hyper pertinents aussi. Donc, on arrive pas mal à la fin des questions. On a encore quelques minutes, dans le fond, une dizaine de minutes. S'il y en a qui veulent partager avec nous vos impressions ou vos commentaires pour la suite. Donc, on va rester quelques minutes aussi. On nous demandait si elle va être aussi traduite en anglais. Donc, je ne suis pas certaine, mais Véronique peut-être peut nous répondre parce que je sais qu'il y a des démarches, mais ce n'est pas simple. Oui, ma réponse, c'est qu'on essaie fort. Il y a des démarches qui sont faites. C'est pas toujours facile parce qu'il y a une politique ou des formations au ministère où les formations qui s'adressent aux professionnels doivent être en français parce que les professionnels de la santé, les employés du gouvernement doivent parler français au Québec. Donc, mais je sais qu'il y a une demande qui a été déposée, puis on est en attente là, de connaître la réponse. Puis aussi, j'ai vu dans le chat, si je peux me permettre, là, je sais qu'il y en a qui demandaient si les associations professionnelles allaient être contactées. Donc, il y a une lettre qui a été rédigée, qui est en attente d'approbation. Là, avec la pandémie, les délais se sont... mais moi, je vous dis, là, je ne suis pas une représentante du ministère, fait que je vous donne l'information que j'ai reçue. Mais c'est ça. Donc, il y a une lettre qui a été rédigée puis qui va être envoyée à tous les autres professionnels là, du Québec là, pour faire connaître la formation. Puis bon, c'est peut-être encore un autre exemple là, c'est sûr que le Collège des médecins, ça va être envoyé là-bas en espérant que ça va être sur leur plateforme aussi ou en tout cas, ça va être plus visible là, pour tous les professionnels. Sauf que Véronique, elle demande les associations qui ne sont pas les ordres. Ce que je vois, c'est les associations médicales comme l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, ce n'est pas un ordre. L'Association des omnipraticiens de périnatalité, l'Association des pédiatres, c'est comme un regroupement qui est québécois, là, qui ne va pas avec l'ordre. Ben, ils vont le savoir par leur ordre, si c'est sur le site de leur ordre, là, mais je m'excuse, mais c'est parce que je voyais plus association qui est différente. Oui, c'est bien, merci. Je pense que j'ai lu rapidement. Là. J'essaie de suivre le dialogue en lisant en même temps. C'est tout un défi. Ben, effectivement, là, dans ce cas-là, je n'ai pas la réponse. Il faudrait demander. Mais oui, c'est une suggestion très intéressante. Parce que je voulais dire, ça ne fait pas partie de la liste. Déjà, vous imaginez, dans le fond, les ordres professionnels, il y en a énormément. Donc, on a la chance d'en avoir quelques-uns d'entre vous aussi. Donc, les associations, c'est autre chose. Donc, je pense que c'est un commentaire qu'on peut prendre, mais ça ne faisait pas partie de la liste qui faisait déjà plusieurs dizaines de pages. Donc, vous imaginez les défis. Puis, encore une fois, je pense que le ministère a un rôle, mais chacun d'entre nous aussi. Dans le fond, c'est une formation qui est accessible aux gens dans le réseau. Donc, s'ils vont sur la plateforme, ils sont capables d'y avoir accès. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait et il y a un intérêt très marqué, évidemment. Donc, on peut aussi être des personnes qui vont la disséminer d'une certaine façon. Louise, oui, je pense que tu voulais ajouter quelque chose? Bien, je voulais juste dire, pour moi, j'aimerais ça au niveau des ordres professionnels, tu sais, surtout le mien, que, tu sais, c'est important, les infirmières sont là tout le temps. Si on n'a pas de questions à l'examen, il n'y aura pas de formation dans les universités. C'est bien beau, le responsable à l'OMS, il dit, ben oui, mais le gouvernement va dire aux universités quoi faire. Regarde, tu rêves en couleur, là. Chez nous, ça ne marche pas, ça. C'est pas comme ça se passe au Canada, là. Je suis responsable de mon propre cours, tu sais. Je veux dire, oui, j'ai des compétences minimales, là, mais c'est vraiment minimal. Alors, si je veux donner 20 heures en allaitement, je peux le donner, mais moi, c'est tout le restant, tu sais, en périnatalité. Mais ce qui nous guide beaucoup, naturellement, c'est ce qu'on sait qui va être posé à l'examen d'entrée en pratique. Alors, je trouve les ordres ont une importance extraordinaire de dire, hey, regarde, il y a ça qui existe au niveau international, là. Il y a déjà des questions qui sont là. On peut-tu s'en inspirer? Parce que c'est des questions à choix multiples. Puis, regarde, même les histoires de cas, même les grilles d'observation dans tous les trucs pour avoir notre permis de pratique. Tu sais. Pour moi, c'est comme le point de départ qui se met. S'il y a des questions à l'examen,
bien, toutes les universités et au cégep, pour nous, les infirmières, ils vont toutes s'aligner pour enseigner les compétences minimales. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement important, les ordres. Mais l'autre question que je vois, c'est la question de Carole. Well, not, Carole, non, je ne vais pas faire ma présentation en anglais parce qu'il y a déjà les webinaires internationaux qui sont disponibles. Alors, on peut rendre les webinaires qui ont été faits à l'international pour les pays industrialisés. Il y a eu 4 webinaires plus 2 webinaires de questions et réponses qui sont en anglais. Fait que, tu sais, je peux faire d'autres choses, là. Oui, je vais en parler en français, en anglais, si je m'en viens, si j'ai assez de temps durant l'été, moi, être capable d'en donner en espagnol, si ça continue. Mais il y a comme à quelque part où il y a déjà quelque chose en anglais qui existe, Carole, les 4 webinaires. Et les 4 webinaires, ils sont enregistrés, fait qu'on peut les véhiculer aussi, ceux qui ont été donnés déjà à l'international depuis janvier l'année passée. Mm-hmm. Excellent. Donc, je vois une autre question. Dans le fond, j'ose la poser parce qu'on parlait des ordres. Donc, est-ce que la formation nationale d'allaitement pourrait être offerte sur le site de l'OIQ, donc l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, dans l'offre de la formation continue? C'est une très bonne question. En fait, comme ça fait partie dans le réseau, je pense que ça nécessite plus d'attention, plus de discussion. Mais le fait qu'on a la chance aussi d'avoir un représentant aujourd'hui de l'OIQ, donc du ministère, donc c'est des discussions aussi qui peuvent se poursuivre. Donc, je pense que je vous invite aussi là, à nous contacter. Comme on doit être des acteurs un peu de changement, je pense, d'aller au-delà de nos barrières interprofessionnelles, interdisciplinaires, organisationnelles, pour essayer d'agir ensemble. Donc, je vais juste mentionner en terminant, le 18 juin, drôle de coïncidence, 2018, on s'était rencontrés, le groupe de personnes du groupe stratégique, donc où est-ce qu'on avait parlé justement comment est-ce qu'on peut avoir des objectifs communs entre les 7 professions qu'on est en discussion. Et on avait pris le ABM, donc les American Breastfeeding Medicine, donc leurs objectifs, hein, et on avait pris les compétences du USBC, donc United States Breastfeeding Committee, puis on avait comme fait un amalgame et traduit ça, puis on a eu de la difficulté à avancer, mais on avait quand même certains objectifs. Là, on a la chance d'avoir un outil qui a été développé au niveau international, donc qui a été validé par plusieurs pays, qui a 5 personnes de 5 professions. Donc, je pense que pour nous, avancer au Québec les différentes professions, c'est un outil qui est très important. En plus, avec tout ce qui se passe au niveau du Québec, avec l'appropriation, si on veut, des outils internationaux. Vous connaissez beaucoup Dr. Laura Hayek, là, qui a fait un travail monumental avec tous les groupes pour les normes. D'ailleurs, elle a la main levée. Elle a la main levée. C'est vrai, c'est vrai. Je les vois pas, les mains. Mais non, moi non plus. Je pense qu'on peut... Oui. Laura, oui. Mais, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Laura. Okay. Mais moi, j'allais dire une autre chose. D'abord, remercier Louise et Véronique Isabelle pour une présentation très stimulante, intéressante. Je voulais aussi dire que seulement ce n'était pas nommé, mais je voulais mentionner Dr. Christiane Charette, qui n'était pas ici, parce que c'est elle qui était le leader, la mère de la formation nationale. Louise nous a expliqué comment est-ce que c'est difficile de développer ce type d'outils. Donc, comme elle n'est pas là, je voulais seulement faire que ce groupe entende son nom et la remercier publiquement pour tout son travail. Voilà. Oui. Merci infiniment. Je pense qu'on est très contente de cette intervention-là, Laura. Avec toutes les choses qu'on a en tête, c'est une belle fin parce que je pense que c'était quelque chose. Je te laisse parler, Véronique. Hein. Je pense que c'est vraiment Christiane qui a porté ce projet-là. C'est vraiment, ça a mis de l'énergie, là, vraiment. Puis les pratiques cliniques, elle les a testées, toute l'approche. C'est tout elle qui a pensé ça. Elle a fait vraiment un travail extraordinaire. Là. Donc, moi, je la présente et je présente aujourd'hui, mais Christiane a vraiment été centrale. Puis il y a Ghislaine aussi qui est dans les participants aujourd'hui puis qui a aussi contribué énormément à la formation. Là. Puis, bien sûr, Laura. Donc, merci, Laura, d'avoir mentionné ça. Ça termine bien. En fait, je voulais toutes vous remercier parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie des personnes, des acteurs
des actrices qui sont importantes au Québec pour porter justement l'allaitement, la formation des professionnels de la santé. Donc, il y a beaucoup de noms connus. Donc, plusieurs d'entre vous avez donné des contributions, donc on ne peut pas nécessairement parler, mais je vous remercie pour tout votre travail. Pour moi, j'arrive aussi au Québec avec un nouveau groupe, donc pour moi, c'est un plaisir d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à travailler avec vous, puis de voir, c'est impressionnant, c'est inspirant de voir tout ce qui est fait. Merci infiniment, Louise, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Véronique aussi, Raphaël pour toute l'organisation. Donc, pour les personnes qui étaient inscrites seulement à la première partie, parce qu'on est beaucoup, ça termine, si on veut, le webinaire. Pour les autres personnes, il nous reste 15 minutes. Donc, on avait une table ronde, étant donné que c'est difficile d'être une soixantaine de personnes, on a seulement identifié quelques personnes pour essayer de continuer, stimuler la discussion, mais je vous invite, là, si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, là, à ne pas hésiter à nous rejoindre, vous savez comment le faire. Les autres, vous avez 15 minutes de pause, vous avez reçu un lien de Raphaël dans votre email là, pour pouvoir vous rebrancher dans 15 minutes. Puis, cette présentation aujourd'hui va être disponible aussi sur le site du MAC pour les personnes qui voudraient y assister. Donc, un merci infiniment pour tout le monde et bonne continuation, au plaisir de vous rencontrer dans un autre contexte. Au revoir. Bye bye.